Alors, ok, donc on y va. Donc, bon, il y a un petit rappel de la phase de diagnostic. La phase de diagnostic, c'était la formation de ce matin. Donc, normalement, vous avez encore bien tous en tête les différents éléments que vous ont présenté Gabriel. Donc, je vais aller très rapidement sur ce volet. La phase de diagnostic, on l'a vu ce matin, ça permet d'identifier les besoins réels d'un territoire. Donc, réels parce qu'il peut y avoir plein de besoins différents. Mais l'idée de la phase de diagnostic, c'est de permettre un peu de voir qu'est-ce qui va être le plus prioritaire, qu'est-ce qui va vraiment correspondre aux besoins de la population. La phase de diagnostic permet également de voir un peu les interactions entre les acteurs et les actrices présents. Donc, on a vu les différentes parties prenantes, voir un peu les différents niveaux d'échelon, etc. On a vu qu'il y avait une analyse des risques possibles, hein, et on a parlé pas mal de risques différents ce matin qui font partie du coup de cette phase de diagnostic. Cette phase de diagnostic étant un outil d'aide à la décision qui se veut participatif. Nous avons parlé de la manière de consulter la population, que ce soit les focus group, les enquêtes, etc. Et puis, c'est un processus, hein, cette phase de diagnostic, qui vise à définir quel projet on va mettre en place. Donc, la conception et la mise en œuvre du projet, c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble cet après-midi. Et donc, pour terminer, on l'a vu, le diagnostic, c'était le moment de doute et de questionnement, aussi bien au niveau individuel que collectif, puisque le diagnostic se fait souvent au sein d'une équipe. Tout ça, c'est ce qu'on a vu ce matin. Vous l'avez bien en tête. Quand on reprend un peu le diagramme, hein, les différents éléments donc, du cycle de projet que vous a présenté ce matin Gabriel en introduction de la formation diagnostique, on voit qu'on a fait la partie diagnostic, donc c'est pour ça qu'il y a le petit V en vert à côté du dessin. Et nous passons maintenant donc, à la deuxième étape qui est la formulation. L'idée, c'est de définir concrètement votre projet. Donc pour ça, on va vous présenter quelques outils qui sont utilisés plutôt par les bailleurs internationaux, notamment ce qu'on appelle le cadre logique, sur lequel on va passer beaucoup de temps cet après-midi. Alors, ce n'est pas forcément des outils que vous aurez sur toutes vos demandes de financement, mais c'est un outil qu'on retrouve chez de très nombreux bailleurs de fonds, et notamment les gros bailleurs internationaux. C'est également celui qui est utilisé pour les financements ambassades de France dans vos pays respectifs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de vous présenter celui-là d'outils, de cadre logique. On va aussi parler un petit peu de notes d'intention, de propositions de projet, en sachant que du coup toute cette partie conception de projet, elle est en deux parties, puisqu'on commence un petit morceau cet après-midi, hein, jusqu'à 17 heures heure française, donc 1 heure ou 2 heures de moins en fonction du pays dans lequel vous êtes, mais que donc du coup le 17 juin, vous reprendrez la matinée, comme vous a présenté le programme tout à l'heure Gabriel, par toujours cette partie conception. Et là, on vous mettra un peu à contribution avec un exercice pratique. Donc cet exercice pratique, on va pouvoir vous l'envoyer ce soir, comme ça vous avez le temps de le regarder tranquillement d'ici le 17 juin, mais c'est bien le 17 juin matin qu'on le fera tous ensemble derrière vos écrans respectifs. Donc du coup, l'idée c'est de mettre en application ce qu'on va voir là. Et puis, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, donc il y a toute la partie indicateur que vous verrez également la prochaine fois. Donc le petit carré rouge hein, que vous voyez là dans le dessin formulation, on vous le fait en deux parties et tout de suite une première partie de cette partie. Donc, ce qu'on va voir là tout de suite dans les 2 heures à venir, c'est comment on hiérarchise les problèmes et les solutions. On a vu plein de problèmes différents qui peuvent apparaître au cours d'un diagnostic, hein. Vous allez avoir de très nombreuses demandes dans tous les sens, tous les secteurs, etc. Donc, comment on va pouvoir un peu les hiérarchiser, c'est-à-dire les mettre du plus important au moins important pour vous se dire sur quel projet on va aller en priorité. On va voir ensuite l'arbre à solutions qui correspond à l'arbre à problème. On va parler du cadre logique, donc cet outil utilisé majoritairement par les bailleurs de fonds que je vous parlais tout à l'heure, même s'il y a d'autres outils disponibles. C'est sur celui-là qu'on va passer un petit peu plus de temps. Et puis, on terminera un peu sur d'autres éléments que vous verrez aussi, notamment la fois prochaine. On va tout de suite passer dans le vif du sujet et donc on va commencer à parler de l'arbre à problème. Donc l'arbre à problème, c'est un outil qui permet de hiérarchiser les besoins, donc de les classer par ordre d'importance, et ensuite, une fois qu'on a identifié ces besoins, de pouvoir mettre en correspondance des actions qui vont être considérées comme prioritaires ou non, en fonction des besoins que vous avez identifiés comme prioritaires ou non, et de pouvoir faire un peu le lien entre ces besoins et les actions que vous allez mettre en œuvre dans le projet.
Ça fait un peu le lien hein, entre cette partie diagnostique où vous avez identifié de nombreuses choses et le projet que vous allez décider de mettre en œuvre. Donc, je vais vous montrer cet outil. Il a pour objectif, cet arbre à problème, de mieux cerner les causes et les conséquences d'une problématique identifiée sur le terrain. Et puis, encore une fois, on le disait, derrière, l'objectif, c'est de mettre en place des solutions pertinentes. Donc cet arbre à problème, il ressemble à ça. Alors, il ne ressemble pas à un arbre comme en dessin qu'on voyait tout à l'heure, mais ça s'appelle un arbre quand même. L'arbre à problème, donc vous voyez, on a un problème central. Hein, c'est le gros bloc bleu, le rectangle bleu qui est au milieu, qui est vraiment le problème que vous avez identifié par rapport à toute la phase de diagnostic que vous avez fait, donc que ce soit la collecte de données sur le terrain, vous avez posé des questions à la population, tout le monde vous a dit, bah, nous, notre principal problème, c'est l'eau, par exemple, l'accès à l'eau, etc. Vous avez aussi recoupé les données, donc on a vu ce matin, hein, toutes les sources de données possibles, que ce soit de la littérature, de l'interview d'experts, d'aller rencontrer d'autres acteurs sur le terrain, d'autres associations qui interviennent, etc. Si tout le monde dit bah, c'est l'eau le problème, vous verrez que c'est votre problème central. Après, c'est possible qu'il y ait plusieurs problèmes centraux qui seront définis, et dans ce cas, il faudra choisir celui qui est le plus important pour vous, ou celui qui est le plus de la compétence de votre commune. On verra ça aussi après. Une fois que vous avez défini ce problème central, on a un peu les branches de l'arbre, donc c'est-à-dire au-dessus du problème central, on va définir les conséquences. Ce problème, qu'est-ce qu'il entraîne comme conséquence sur la population que vous pouvez constater? Donc là, il y en a 3, 1, 2, 3, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir que 2. Vous allez lister vraiment toutes les conséquences que vous allez identifier, et donc il y a des conséquences primaires et des conséquences secondaires. Les conséquences secondaires, c'est des conséquences qui viennent de la conséquence primaire et pas forcément directement du problème central. Je vais vous montrer un exemple juste après pour que ce soit plus clair, parce que là, j'entends bien que c'est un peu abstrait. Pour voir un peu les racines de l'arbre, donc en dessous du problème central, on va chercher à identifier les causes. Donc là aussi, on a 2 niveaux. On a les causes primaires, hein, de pourquoi ce problème arrive. Il peut y avoir 1, 2, 3, 10, peu importe le nombre de causes différentes que vous avez identifiées, et des causes secondaires qui sont des causes de la cause, donc encore un niveau un peu plus profond de causes. Pour vous donner un exemple très concret. Alors, c'est un exemple d'un projet eau, hygiène et assainissement qui a eu lieu à Madagascar. Le problème central qui a été identifié, c'est les habitants des 3 Fukuntan n'ont pas un accès durable et correct à l'eau et à l'assainissement. Fukuntan à Madagascar, on va dire, c'est l'équivalent d'un petit district. Hein, donc, plusieurs petites communes qui sont regroupées dans ce qu'on appelle un Fukuntan. Si on regarde un peu les conséquences donc, de ce problème principal qui a été identifié hein, par la phase de diagnostic, donc les conséquences, c'est au-dessus, on regarde et on voit, bah, du coup, comme ils n'ont pas un accès durable et correct à l'eau et à l'assainissement, une des premières conséquences, c'est que les femmes, puisque c'est principalement les femmes qui s'occupent de la corvée d'eau, vont perdre beaucoup de temps dans la recherche de l'eau, puisque du coup, elles n'ont pas accès à l'eau sur place. Donc, il faut qu'elles prennent des seaux, qu'elles partent à pied, qu'elles aillent jusqu'à un autre point d'eau, ensuite qu'elles reviennent. Donc, il y a beaucoup de perte de temps dans la recherche de l'eau. On voit que ça entraîne d'autres conséquences secondaires, donc les petits carrés verts qui sont tout au-dessus. Et donc, par exemple, l'absentéisme à l'école, parce que les jeunes filles, le temps qu'elles aillent chercher de l'eau sur le point d'eau qui est un petit peu plus loin, forcément, elles ne vont pas à l'école. Donc, il y a une autre conséquence du fait que s'il y avait de l'eau dans le village, elles pourraient peut-être prendre de l'eau au village et aller ensuite directement à l'école après. Donc, vous voyez, on a un peu différents niveaux de conséquences. Toujours pour rester sur les conséquences, le fait qu'il n'y ait pas l'eau et l'assainissement correct dans le village, ça veut dire que du coup, ils vont aller laver dans les rivières et dans les ruisseaux, tout ce qui va être à la fois la vaisselle, la lessive du linge, même les enfants, etc. Et du coup, on va avoir en conséquence secondaire des taux de maladies diarrhéiques très élevés. Le fait d'avoir de l'eau qui va être souillée, comme c'est également l'eau qu'on va prendre pour la boisson, pour préparer la nourriture, la cuisson du riz, etc., bah, ça va entraîner des maladies. Donc on voit qu'il y a la conséquence primaire et la conséquence secondaire. Et puis du coup, ils n'ont pas de toilettes non plus, et donc du coup, ils vont aller faire leurs besoins à l'air libre. Le fait de faire les besoins à l'air libre dans les buissons un peu partout, là où ils peuvent autour du village,
ça va entraîner là aussi des maladies. Donc on voit que la maladie, le taux de maladie diarrhéique élevé, la conséquence secondaire, elle est liée à deux conséquences primaires. Elle peut être liée à la fois au fait que les eaux des rivières et des ruisseaux sont polluées, mais aussi le fait qu'il va y avoir des défections humaines un petit peu partout à l'air libre et que ça va aussi pouvoir entraîner des maladies. Donc il faut à chaque fois, quand vous avez identifié un peu votre problème, vous essayez de lister toutes les conséquences que vous avez identifiées, les conséquences que vous voyez tout de suite, immédiatement, les conséquences des conséquences, et d'essayer de relier avec différents petits traits tous ces éléments entre eux. Cet arbre à problème peut vous être demandé par certains bailleurs de fonds pour montrer que vous avez vraiment fait ce travail d'analyse postérieure au diagnostic, puisque le diagnostic, vous avez vraiment collecté des données, et là, on va encore plus loin, puisqu'on essaye de faire du sens entre tout ça et de l'analyse. On va regarder un peu ce qui se passe en dessous du problème central. Donc, vous vous souvenez, on a dit que c'était les causes, les racines de l'arbre. Pourquoi les gens du Fokuntan, du district, n'ont pas un accès durable et correct à l'eau et à l'assainissement? Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que notamment les sources d'eau, elles sont éloignées et elles sont impropres à la consommation. Là aussi, il faut qu'on cherche, qu'on creuse encore plus, donc les causes secondaires. Donc pourquoi elles sont impropres à la consommation? Pourquoi? Donc on voit que les sources sont polluées. C'est parce qu'il y a des ravinements lors des fortes pluies. Donc du coup, quand il y a des fortes pluies, tout ce qui va être la terre, tout ce qui est sur la terre, donc il y a également des déchets, etc., va partir au niveau des puits et des sources d'eau. Et donc du coup, quand on va tirer l'eau au puits, elle va être souillée par la terre, par les déchets, etc. Et une autre raison de la pollution des sources, c'est parce que le bétail vient boire à la source, vient boire directement dans la source. Donc du coup, il pollue la source. Donc, on creuse un petit peu ces différentes causes. Autre chose, une autre cause évidente pourquoi il ne faut pas d'eau, c'est parce qu'il n'y a pas de forage d'eau. Et puis, quand on regarde une autre cause, c'est installation sanitaire existante obsolète. Donc tout ce qui va être l'assainissement, les toilettes, etc. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc du coup, les installations sont non entretenues. Et donc on cherche à savoir pourquoi les installations sont non entretenues. Donc tout ce qui était les forages pour acheminer de l'eau au village, pourquoi ça ne fonctionne plus? Et on identifie différentes causes secondaires là aussi. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de comité de gestion de l'eau, donc comme on ne sait pas qui doit gérer l'eau dans le village, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'en occupe, du coup, ce n'est pas vraiment défini. Il n'y a pas forcément de pièce de rechange. Chaque fois qu'il y a une pièce qui va casser, on n'a pas forcément de quoi la remplacer sur place. Et puis, pas de compétences dans la gestion des ouvrages. Et que même si on avait la pièce, on ne sait pas forcément comment le changer. C'est compliqué, c'est technique. Il faut peut-être des machines, des connaissances, etc. Donc, on voit un peu ces différentes causes de la cause, on va dire. Et puis, on voit qu'il peut y en avoir une cause de la cause qui peut être liée à plusieurs causes que vous avez identifiées. Là, par exemple, on parle de la non-sensibilisation de la population. Le fait que la population ne soit pas sensibilisée à comment on va gérer l'eau potable, l'assainissement, etc., fait qu'elle peut contribuer à la pollution des sources, en fait, par de mauvaises pratiques liées à l'eau. Et puis, du coup, comme elle n'est pas sensibilisée, elle ne voit pas non plus l'intérêt d'entretenir les pompes à eau, etc. Donc, elle laisse aussi se dégrader. Le fait d'avoir fait cet arbre à problème, donc d'avoir essayé de placer vraiment toutes les causes, toutes les conséquences, d'avoir fait des liens, de faire cette analyse, derrière, on va pouvoir le transformer en arbre à solution. Donc l'arbre à solution, en fait, on reprend, vous voyez, c'est les mêmes couleurs parce que ça va être lié vraiment à chaque fois à ce que vous avez identifié sur la slide précédente. Donc le gros carré bleu au milieu, l'objectif visé, si on revient sur l'arbre à problème, il est lié au problème principal qu'on avait identifié qui était au milieu. Les résultats attendus, donc qui sont au-dessus, qui correspondent aux conséquences que vous avez identifiées. Je vous remets à chaque fois, je fais un aller-retour entre la slide d'avant et la slide d'après pour vous montrer, c'est les mêmes couleurs de carré et ça va correspondre, vous allez le voir quand on va faire l'exemple concret, ça va correspondre à ce qu'on a sur cet exemple-là.
Donc, les résultats attendus sont des conséquences donc, du coup de votre action. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire pour que vous répondez à ces problématiques de conséquences que vous avez identifiées. Et puis, on a vu qu'il y avait deux niveaux de conséquences, conséquences primaires, conséquences secondaires. Et donc, les conséquences secondaires, dans votre projet que vous allez rédiger, ça va se transformer en impact. Donc, vous voyez tout en haut, impact 1, impact 2, impact 3, etc. Toujours sur ce principe d'arbre, vous avez donc sous l'objectif visé, hein, qui correspond donc au problème principal, des activités qui vont chercher à répondre aux causes que vous avez identifiées. Donc là aussi, si on revient sur le graphique précédent, vous aviez identifié différentes causes primaires, les rectangles violets qui sont juste sous le gros rectangle bleu, donc qu'on va retrouver là qui vont s'appeler des activités. Et puis, dans sein de ces activités, vous avez des sous-activités qui vont également chercher à répondre aux autres causes que vous avez identifiées. Tous ces termes un petit peu techniques, objectifs, résultats attendus, activités, c'est des termes qu'il est intéressant d'utiliser dans vos demandes de financement. Parfois, on n'utilise pas tout à fait ce terme-là, parfois on peut dire d'autres mots hein, qui ont la même signification. Mais si vous utilisez vraiment ces termes précis, en fait, pour les bailleurs de fonds, bah, ils vont tout de suite voir à quoi vous faites référence. Et donc, ça peut être intéressant d'essayer d'adopter ce vocabulaire dans vos demandes de financement. Donc, si on reprend un peu notre exemple qu'on avait tout à l'heure, hein, que je vous remontre, les habitants des Trois Fukuntan n'ont pas un accès durable et correct à l'eau et à l'assainissement. Si on regarde comment on va transformer ça, ça va être la solution. Les habitants des Trois Fukuntan ont un accès durable et correct à l'eau et à l'assainissement. Vous voyez, c'est assez simple. Il suffit juste, du coup, de transformer la problématique en solution. Donc, un peu l'inverse de votre problème. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la solution, c'est ça. Et puis, si on regarde un peu au-dessus, donc tout à l'heure, on avait identifié différentes conséquences. On avait dit une des premières conséquences, ben, la corvée d'eau pour les habitants et notamment habitantes, qui entraînait de l'absentéisme scolaire. Et là, vous voyez, la solution a entraîné votre projet. Vous pourrez dire, bah, j'ai réussi parce que j'ai une diminution du taux d'absentéisme scolaire. J'ai moins de jeunes filles qui vont aller chercher de l'eau en dehors et louper l'école pour aller chercher de l'eau. Donc, du coup, j'ai réussi par rapport à ma problématique. Pareil, donc, intensification de l'activité économique, c'est parce que tout à l'heure, c'était écrit qu'il y avait aussi des personnes qui ne pouvaient pas aller se rendre au travail à cause du fait qu'ils faisaient de la corrida. On avait vu qu'il y avait donc le problème de lavage dans les rivières et les ruisseaux. Donc, les habitants sont conscients des dangers liés au lavage dans les rivières et les ruisseaux. C'est assez facile, hein, comme vous voyez, c'est juste on transforme la phrase en positif. Hein. Mais donc, c'est comme ça qu'on va formuler derrière après nos résultats attendus. Et puis, donc, toujours les conséquences des conséquences, donc la baisse du taux de maladie diarrhéique, puisqu'on avait vu tout à l'heure que tout ce qui était maladie liée au lavage dans les ruisseaux, donc était une conséquence du fait qu'on l'avait dans les ruisseaux, justement, et donc avec également le lien avec la défection à l'air libre. Donc, l'idée, un des objectifs, ça serait qu'il n'y ait plus de défection à l'air libre, que tout le monde ait accès à des toilettes. Et du coup, on part du principe que si tout le monde a accès à des toilettes et n'est pas obligé d'aller dans la nature, par voie de conséquence, normalement, le taux de maladie devrait baisser, moins en partie. Et puis le taux de mortalité infantile qui avait été aussi identifié tout à l'heure comme une problématique dans les conséquences de conséquences. Donc, vous voyez, on a pris un peu tous nos problèmes qu'on avait identifiés tout à l'heure et on les a transformés de manière positive. C'est pour ça qu'on appelle ça un arbre à solution, qui est exactement l'inverse de l'arbre à problème. Si on regarde en dessous, donc les carrés qui sont en bleu clair sur ce dessin, donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était les causes. On avait identifié que, je vous le remonte parce que voilà, que vous vous souveniez bien des différentes choses. Là, on avait identifié les sources d'eau éloignées et impropres à la consommation et le fait qu'il y avait un problème sur les installations sanitaires. Donc, quand on revient sur notre arbre à solution, on voit qu'on a pu construire des sources d'eau proches des zones résidentielles. Donc l'inverse de notre problématique qui était les sources d'eau sont trop loin. Et puis on disait tout à l'heure les infrastructures sont obsolètes, et là on dit les infrastructures existantes sont réhabilitées. On peut aussi envisager d'en construire de nouvelles, mais l'idéal c'est si c'est possible de réhabiliter celles qui existent parce que souvent c'est moins cher. Et puis on cherche à s'attaquer aussi aux causes des causes. Donc tout à l'heure on a parlé de la pollution des sources.
et notamment le fait qu'il y avait le ravinement de la terre, le bétail qui allait dans les ruisseaux, les personnes qui ne savaient pas forcément comment utiliser l'eau. Et donc, vous voyez, là aussi, tout en bas à gauche, on a nos causes qui avaient été identifiées qui sont transformées en solutions. C'est-à-dire, puisqu'il y a de la terre qui va tomber par ravidement dans les sources d'eau lorsqu'il y aura des fortes pluies, la solution, c'est de mettre en place un mécanisme de protection des ruisseaux, d'essayer de faire que la terre ne va pas pouvoir se déverser, que ce soit par des petites barrières, des buttes, de la plantation d'herbes. Il y a plusieurs techniques différentes qui peuvent être envisagées. Pareil, on dit le bétail, il va polluer l'eau. Donc on va essayer de se dire, peut-être qu'une des activités à mettre en place, si c'est possible, c'est d'empêcher le bétail d'aller boire directement dans les ruisseaux. C'est peut-être de mettre en place des endroits où il y aura des grands abreuvoirs métalliques, où les nomades, par exemple, ou les gens du village vont pouvoir aller puiser de l'eau, mettre dans l'abreuvoir, et du coup c'est dans l'abreuvoir que le bétail va boire, et pas directement dans la source, ce qui fait qu'il ne va pas contaminer l'eau, par exemple. On essaye de trouver des solutions à chacun des problèmes. Du côté de la réhabilitation des infrastructures existantes, donc on disait tout à l'heure, les installations ne sont pas entretenues. Bien entendu, la solution, c'est que les installations sont entretenues. Donc, pour qu'elles soient entretenues, on va s'attaquer aux causes des causes. Donc, tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de comité de gestion de l'eau. C'est pour ça qu'elles n'étaient pas entretenues, parce qu'on ne savait pas trop à qui revenait cette responsabilité, essayer d'un peu d'organiser tout ça. Donc là, si on met en place un comité de gestion de l'eau, on part du principe que ça va contribuer à l'entretien des installations. On disait qu'il n'y avait pas de pièces de rechange. Il faudrait essayer de voir où est-ce qu'elles sont disponibles, ces pièces de rechange. Qui est-ce qui avait installé le forage initial? Est-ce que si on va à la ville qui est à 100 km en voiture, est-ce qu'on arrive à trouver les pièces de rechange là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait l'aller-retour pour aller vendre des produits au marché ou acheter des produits au marché là-bas qui pourrait nous ramener ces pièces de rechange, par exemple? On va essayer de trouver la solution par rapport à ça, si c'est possible. Et puis, on avait vu aussi qu'il y avait un problème de compétences. Tout à l'heure, on disait, ils ne savent pas forcément utiliser les machines pour réparer, ou savoir comment ça fonctionne. C'était connecté avec Bruxelles. Gabriel, je te laisse gérer les micros, s'il te plaît, parce qu'il y a quelques personnes qui ont des micros allumés. Merci. Yes. Et puis, du coup, donc, ça peut être d'envisager la mise en place de formations à la gestion et au suivi d'installation. Donc, se dire, est-ce qu'il y a des personnes, des experts locaux qui peuvent venir former à comment on va entretenir les forages. Donc, vous voyez, à chaque fois, on essaye en fait de trouver une solution et de se dire, qu'est-ce qui va être possible. Et puis, on a vu que parfois, il y avait des causes de causes qui entraînaient plusieurs causes. Tout à l'heure, on avait un problème de sensibilisation de la population qui entraînait à la fois la pollution des sources et le fait que les installations n'étaient pas entretenues. Donc là, on retrouve également cette action qui, du coup, avec deux flèches, puisqu'elle rejoint deux causes différentes, qui est dans le projet, on envisage la sensibilisation de la population aux pollutions de l'eau et aux impacts sur la santé humaine. Donc, du coup, bien entendu, en langue locale, et puis avec des techniques pédagogiques qui vont être adaptées pour que tout le monde ait vraiment bien accès à cette sensibilisation, des termes pas trop techniques, peut-être une action spécifique à destination des enfants. Il y a plein de choses différentes qui existent et plein de ressources possibles, que ce soit vous en avez déjà forcément énormément en tête. Et puis on peut aussi, si besoin, faire appel à des associations, que ce soit des associations locales, nationales dans vos pays, ou des associations internationales, comme par exemple le réseau PSO, PS-OEAU, qui propose différents outils de sensibilisation en nombreuses langues pour faire un peu des échanges avec la population sur la thématique de l'eau. Donc, vous voyez, on cherche à transcrire nos problèmes en solutions. Et une fois qu'on a identifié plein de solutions différentes, on va se dire quels vont être un peu le projet qu'on va mettre derrière. En fait, l'idée, c'est de définir une stratégie d'intervention. Par rapport à tout ce qu'on a vu, on peut faire plein de projets différents, là. On peut avoir des projets de sensibilisation de formation, on peut avoir des projets de creuser des forages, on peut avoir des projets de faire réparer les installations sanitaires. Donc, il y a plein de choses qui vont être possibles. Et du coup, par rapport à ça, vous allez pouvoir définir quel projet vous voulez aller en fonction de plusieurs choses. La première chose, par exemple, c'est quelles sont les compétences de votre collectivité. Est-ce que c'est à vous de vous occuper de l'eau, par exemple, ou est-ce que c'est au niveau
au-dessus, parce que là, il y a des villes, il y a des équivalents de communautés de communes, enfin, vous êtes différents niveaux de collectivité dans les participants. Donc, qui s'occupe de l'eau? Est-ce que c'est vous tout seul? Est-ce que c'est avec le village d'à côté, etc. Est-ce que c'est une autre juridiction qu'il va falloir solliciter? Si c'est une autre juridiction qu'il va falloir solliciter, vous pouvez aller les voir en leur disant, bah, ça serait bien de venir faire le forage, mais c'est pas dit qu'ils vont le faire. Par contre, si c'est une école au sein de votre village et que c'est de votre compétence l'école, puisque l'école correspond à vos écoliers, c'est peut-être vous, seul, enfin seul, toute la collectivité, qui va pouvoir prendre en charge ce projet. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, quels sont les projets qui seraient prioritaires, les plus importants par rapport à ce qu'on a identifié dans les problèmes et les possibles solutions. Euh, et puis après, de se dire, une fois qu'on a identifié ceux qui sont les plus importants, c'est est-ce que on peut le faire nous, quoi? Ou est-ce que c'est un projet qui est très important, mais que c'est pas notre collectivité qui va pouvoir le faire? Donc ça, c'est une première chose hein, qui doit vous aider un peu à définir, à défricher en termes d'analyse sur quoi vous allez aller. Et puis ensuite, il va falloir rédiger ce projet. Une fois que vous avez défini tous ensemble et que vous dites, OK, bah, notre projet sur lequel on veut aller, c'est l'eau, par exemple, il va falloir un peu affiner. Et donc c'est là où on va utiliser cet outil qu'on appelle le cadre logique, qu'on verra juste après, où on va avoir ces termes bien spécifiques que je vous disais, si c'est possible de les intégrer en termes de vocabulaire, parce qu'ils sont assez communs un peu partout dans le monde, pour les gros bailleurs de fonds internationaux, qui est objectif global, objectif spécifique, résultat attendu et activité. Donc ça, on va les regarder en détail un par un. L'objectif global correspond vraiment au problème central, global, c'est-à-dire le plus gros possible, qui va correspondre du coup à l'objectif que vous avez identifié par votre problème central, donc celui qui était au centre de l'arbre à problème ou de l'arbre à solution. Les objectifs spécifiques, on va aller un petit peu plus en détail, on va creuser par rapport à cet objectif global, qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre, pour quels résultats attendus, et puis quelles activités très concrètes. Et en fait, il faut vraiment essayer de décomposer vos projets sur cette logique un peu d'entonnoir, du plus gros au plus petit. Donc l'objectif global très très global, l'objectif spécifique c'est un peu plus resserré, les résultats attendus plus resserrés, et les activités c'est très concret. On va voir ça en détail. Du coup, si on reprend toujours notre projet qu'on suit en exemple tout le long, notre cas concret donc, de projet eau, hygiène, assainissement à Madagascar, on voit qu'il y a différents projets qui vont être possibles. Et celui qui va être choisi dans le cadre de l'étude, là par exemple, c'est ils vont dire, bon, ben, sur les pollutions de source, donc qui sont tout à gauche, ils vont dire, nous, on ne va pas trop pouvoir faire ça. On ne se sent pas d'empêcher les nomades de boire dans les ruisseaux, on n'a pas la possibilité de mettre en place des mécanismes de protection parce que sur les dunes, ça ravine, on a essayé plein de fois, mais l'eau continue à couler. Donc là, on ne voit pas trop qu'on pourrait faire, ce n'est pas notre priorité. Par contre, on se dit, tiens, notre priorité, ça serait justement d'essayer de réparer les installations, parce qu'on a quand même eu des forages qui ont été payés il y a quelques années. C'est dommage quand même qu'ils ne fonctionnent plus, que les pompes soient cassées. Et donc, on va se dire, tiens, notre projet, il va aller sur donc, ce qui est entouré en rouge, sur des actions donc, de formation d'un comité de gestion de l'eau, de pièces de rechange, de formation, etc. C'est un des partis pris qui est choisi de dire le projet va être là-dessus, mais ça pourrait être choisi sur l'autre côté. C'est pour vous donner un exemple concret qui est issu d'un projet réel. Donc si on se dit on va aller sur ce projet-là, et donc on va essayer d'avoir des actions dans ce sens-là, il va ensuite falloir les mettre dans un cadre logique. Donc le cadre logique, je vous le montre d'abord à quoi il ressemble. Hop, je vais le montrer là, je reviendrai après en arrière. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc on va le regarder un peu plus en détail, mais il ressemble à un tableau, ce cadre logique. Il a plusieurs lignes sur lesquelles on va définir nos objectifs globaux, spécifiques, résultats attendus, etc. Et il a plusieurs colonnes sur lesquelles on verra aussi tout à l'heure, il y a des indicateurs, des sources de vérification, des hypothèses. Sachant que les indicateurs, vous verrez ça plutôt la prochaine fois. Donc, avant d'aller sur ce cadre logique, comment on fait le lien entre notre arbre à problème, notre arbre à solution et notre cadre logique, pardon, c'est avec justement les objectifs. Donc, l'objectif global, c'est vraiment ce que vous cherchez à avoir au sens très très large. On va continuer à filer l'exemple tout à l'heure du projet eau pour vous montrer comment ça s'écrirait dans le cadre du projet qu'on a cité. Puis ensuite, on va définir des objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, donc, alors, l'objectif global, je le dis tout de suite, souvent il n'y en a qu'un.
C'est un objectif global, c'est-à-dire il faut qu'il soit défini assez large pour englober tout votre projet. Si vous avez plusieurs objectifs globaux, c'est que en théorie, vous avez plusieurs projets. Si il y a un objectif, c'est avoir une action au niveau de l'accès à l'eau, et votre autre objectif, c'est avoir une action sur l'accès à l'éducation à l'école, c'est qu'en fait, vous avez deux projets. Vous avez un projet eau et un projet éducation. Donc l'objectif global, il est quasiment dans 99% des cas unique. C'est un seul objectif. Par contre, les objectifs spécifiques, où là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, il y en a plusieurs, souvent, quasiment toujours. C'est très rare d'avoir un projet avec un seul objectif spécifique. Par contre, il ne faut pas qu'il y en ait 10 non plus. Parce que si vous rédigez un projet où vous avez 10 objectifs spécifiques, le financeur il va vous dire c'est peut-être que votre projet il est trop gros, trop ambitieux, il faudrait faire peut-être plusieurs petits projets au sein du gros projet pour que ça soit plus facile, etc. Donc souvent les objectifs spécifiques, il y en a deux ou trois. C'est pour ça que je vous en ai mis trois en exemple. C'est la majeure partie des cas, on en met trois. Donc voilà, pour vous guider un petit peu et vous donner des astuces pour rédiger des dossiers qui passent plus facilement auprès des financeurs. Ensuite, on a les résultats attendus. Donc, qu'est-ce qu'on veut concrètement voir comme changement sur le terrain? On va regarder ça plus en détail. Et puis, les activités concrètes qu'on a dit tout à l'heure, hein, qu'on va essayer de définir, hein, comme on a vu tout à l'heure, des activités très concrètes, c'est par exemple la mise en place de formations pour les gens du village, comment on répare la pompe, la mise en place de formations de sensibilisation sur comment on utilise l'eau. Enfin, c'est des choses très concrètes qu'on va mettre en place et qu'on voit bien, on arrive bien à appréhender comment ça se met en œuvre, contrairement aux objectifs qui sont un peu plus flous, un petit peu plus larges. C'est normal, hein, c'est cette logique d'entonnoir qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, une fois qu'on a défini les activités, ça c'est ce que vous verrez pour la formation dans 2 semaines, c'est qu'ensuite, il va falloir lister les moyens mis en œuvre. Donc, concrètement, pour mettre en place ces activités, qu'est-ce qu'il me faut comme moyen? Par exemple, si on dit on va mettre en place une formation pour sensibiliser les enfants des écoles à bien se laver les mains, par exemple, eh ben, qu'est-ce qu'il me faut concrètement? En moyen humain, il me faut un animateur, ou peut-être plusieurs animateurs s'il y a vraiment beaucoup d'élèves, hein, ça c'est à voir. Il va me falloir du matériel, peut-être des bassines, des savons, des serviettes pour s'essuyer les mains, enfin différentes petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Il va peut-être me falloir aller discuter avec les professeurs pour qu'on organise tout ça. Et donc, qui c'est qui va faire cette démarche d'aller contacter les professeurs pour organiser le fait que tel matin, on va venir avec nos bassines pour faire la sensibilisation. Toutes ces choses-là, c'est du coup un listing très concret où on commence à mettre des noms. On commence à dire l'animateur, c'est telle personne. Et on commence à mettre des coûts. L'animateur, c'est telle personne et il va nous coûter tant, un temps à l'heure pour venir faire cette action de sensibilisation. Donc vous voyez, autant l'objectif, on est très très large, autant on descend de plus en plus spécifique dans notre pyramide pour arriver à la fin sur des trucs très très concrets, quoi. On sait que c'est l'animateur Marcel qui demain va former 12 gamins et il a besoin de 4 savons qui vont coûter 5 000 francs CFA. Un truc complètement au hasard, mais c'est pour vous montrer à quel point on devient de plus en plus précis plus on descend vers le bas. Donc tout ça, vous pouvez l'écrire sur papier par rapport à votre projet, mais après l'idée, on le disait, c'est de le mettre en œuvre dans cet outil qui s'appelle le cadre logique. Puisque du coup, ce cadre logique étant utilisé par pas mal de gros bailleurs de fonds, ben, on parle le même langage qu'eux, donc c'est plus facile d'avoir les financements. Et donc on va le regarder en détail. Donc on va d'abord voir objectif global, objectif spécifique. Voilà, donc les deux premiers carrés que vous voyez qui se sont entourés en rouge en haut à gauche. On va d'abord voir ça, puis après on va regarder plus en détail les deux autres. Donc l'objectif, oui. Peut-être un moment pour les questions-réponses, parce que je vois que ça, il y en a certaines qui demandent ou tu l'as prévu avant ou désolé. Je pensais le faire après la présentation du cadre logique, mais peut-être que je vais un peu vite et effectivement, peut-être que tu as raison de m'interpeller. Peut-être qu'il faut une petite pause dès maintenant sur l'arbre à problème à solution, peut-être. Il y avait des mains levées, tu disais, Gabriel? Oui, il y avait aussi des questions. Alors, Ah, dans le chat? Ah, bah, monsieur... je peux pas. Ah, Ouais. ouais. Je peux pas voir le Je chat en peux... même temps que je partage l'écran, donc ouais, je veux bien. Ok, moi, je peux bien les citer comme ça au moins. Ouais. Alors, comment alors il y a monsieur. Alors, hop, en même temps, il faut que je.
Allez, je vous laisse, monsieur Ibour Et Raima. comment on était? Hop là. Je peux prendre la parole, monsieur Ibour Raima. Ok, merci beaucoup, monsieur Gabriel. Merci beaucoup. En fait, j'avais déjà, au niveau du chat, j'avais déjà posé le problème. Et je voudrais compléter quelque chose sur la présentation de Madame Lambert. Pour ma part, il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur deux aspects essentiels. C'est la sensibilisation. Et après avoir réalisé le projet, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un suivi et évaluation. Et tant qu'on ne met pas sur place le système de suivi et évaluation, nous allons beau monter des projets. Chaque fois, ce serait toujours le même cycle. Donc, il faudrait qu'on puisse mettre l'accent sur suivi et évaluation, mais surtout en passant par une sensibilisation. C'est le plus important. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais compléter. Vous avez tout à fait raison. La sensibilisation est un des points les plus importants de la partie des projets. C'est pour ça aussi qu'on vous en parlait là dans cet exemple concret. Et puis, je suis sûre que Gabriel sera ravi de l'importance que vous mettez au suivi et évaluation, puisque c'est lui qui anime ce module que vous aurez dans 2 semaines, où on vous donnera vraiment tous les éléments pour bien comprendre le suivi et évaluation. D'autres questions? Alors, il y a des questions dans le chat. Je peux peut-être répondre aussi aux questions dans le chat. On peut... Ouais, comme tu veux. Ou tu veux que je les cite ou... Comme tu veux, Gabriel, c'est toi l'animateur. Comme tu veux, hein. Oh, pardon. Oui, allô, s'il vous plaît, Léla. Oui. C'est Sabifiko du Bénin. Je voudrais Bonjour. suggérer de vous permettre de finir votre communication avant qu'on ne réponde aux questions. Ah, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste répondre aux questions dans le chat et puis je vais reprendre. Merci beaucoup. Alors, il y a une question, c'est est-ce qu'un projet peut avoir plusieurs impacts? Donc oui, un projet peut avoir plusieurs impacts. Je vais vous reprojeter la slide tout à l'heure, mais tout à l'heure, quand je vous ai présenté il y a une slide, on voyait les impacts, il y avait plusieurs impacts différents. Donc forcément, il y a toujours plusieurs impacts au sein de votre projet. Il n'y a jamais un seul impact, déjà parce qu'il y a toujours des impacts que vous n'avez pas prévus. Donc, il y a celui que vous avez identifié, où vous dites, bah, tiens, je fais de la sensibilisation de la population par rapport à l'eau, et donc j'imagine qu'en impact, il va y avoir, je ne sais pas, par exemple, une baisse des maladies liées à l'eau. Ça, vous le projetez, vous l'imaginez, mais il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément projetées. Par exemple, on fait de la sensibilisation pour l'eau, et puis au moment où vous faites du coup cette sensibilisation au niveau du groupement de femmes du village, bah, les femmes, elles viennent pour apprendre la formation sur l'eau, mais elles discutent entre elles, puis elles se disent, ah bah tiens, on pourrait peut-être mettre en place une cagnotte, une tontine, pour aller acheter des seaux ensemble, et puis peut-être aller faire nos provisions d'eau tout en même temps, et puis ça va créer une solidarité féminine, puis peut-être un groupement, et ça, c'est un impact que vous n'avez pas prévu. Donc il y a toujours plein d'impacts différents au sein d'un projet, certains qu'on a anticipés et certains qu'on découvre par la suite et que vous pourrez du coup découvrir lors du module suivi et évaluation, puisque Gabriel vous fera un point sur tous ces différents impacts prévus et imprévus. Je crois que c'est tout. En question, je reprends ma présentation. Après, ne vous inquiétez pas, hein, j'ai un long temps de questions après la présentation sur le cadre logique, hein, parce que je sais que c'est une partie un petit peu difficile de ce document un peu particulier. Donc, on prendra beaucoup de temps pour répondre à toutes vos questions sur le cadre logique. Je vais repartager mon PowerPoint et finir ma petite présentation. Voilà. Vous voyez toujours, et ça défile toujours, c'est bon? Fonctionne la technique? Ok. Merci. Du coup, on était sur l'objectif global et les objectifs spécifiques. Comme on disait tout à l'heure, l'objectif global, il est unique, souvent, hein, c'est un objectif global. Donc, on va changer un tout petit peu d'exemple pour varier. Si on prend l'exemple d'un projet de création de coopératives féminines en Inde,
L'objectif global, par exemple, dans ce cadre-là, c'est œuvrer à l'autonomisation économique et sociale des femmes de la province du Kerala en structurant la filière de transformation des produits agricoles, par exemple. Donc vous voyez, cet objectif global, il est très large, parce que votre projet, il peut être du coup de mettre en place une filière de transformation de produits agricoles dans votre village, dans la province, mais il va contribuer à œuvrer à l'autonomisation économique et sociale des femmes. Il ne va pas faire l'autonomisation économique et sociale des femmes de toutes les femmes de tous les villages de toute la province. On est d'accord, ce n'est pas possible. Hein, il va contribuer à un tout petit bout. Donc souvent, l'objectif global, il commence par un verbe contribuer à ou œuvrer à. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. L'objectif global, il est assez large, assez ambitieux, et souvent, on dit qu'on y participe, en fait, puisque du coup, on ne peut pas l'atteindre complètement par rapport à son projet. Par contre, à l'inverse, les objectifs spécifiques, c'est précis, c'est détaillé, et attention, à la fin du projet, ils doivent être réalisés. Donc du coup, il faut faire attention à bien les identifier lors de cette phase de diagnostic et de conception. Là, si on continue notre exemple, vous voyez les objectifs spécifiques au nombre de 3, hein, comme on l'a dit, hein, c'est 2, 3, pas trop plus, pas trop moins, hein, si possible. On a par exemple en objectif spécifique augmenter les revenus agricoles de 250 femmes tribales en leur permettant d'avoir des activités génératrices de revenus. Vous voyez, c'est précis. Ça veut dire qu'il faut bien l'identifier. Parce que si je mets augmenter les revenus agricoles de 5000 femmes et qu'en vrai je fais 200 femmes dans mon projet à la fin, le financeur il va dire vous n'avez pas du tout atteint ce que vous avez prévu. Vous aviez dit que vous alliez en faire 5000, vous en avez fait 200, donc votre projet il est nul, il n'a pas marché. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on va définir les indicateurs à avoir des choses qui soient assez proches de la réalité du terrain. À l'inverse, si vous dites moi j'ai prévu de former 200 femmes et que vous en formez 5000, là aussi, le financeur, même si c'est bien, c'est mieux parce que c'est dans l'autre sens, le financeur, il va vous dire, vous n'aviez pas trop bien fait votre diagnostic. Hein. S'il y avait 5000 femmes qui avaient besoin et que vous pensiez qu'il n'y en avait que 200, c'est que vous n'aviez pas pris le temps d'interroger assez bien tout le monde. Donc vous voyez, il faut essayer d'être assez précis et d'être le plus près de la réalité. Vous ne serez jamais pile poil la réalité, on est d'accord. Vous ne pourrez pas dire je vais former 250 femmes et vous avez 250 femmes pile. Alors, il y aura toujours une, soit qui ramène une de ses copines, ça fait 251, soit qui le jour même elle ne peut pas parce qu'elle a ses enfants, ça fait 249. C'est très très rare d'arriver à être exactement au chiffre. Mais c'est important d'être pas trop éloigné, ni en dessous ni au-dessus, par rapport à votre demande de financement, pour bien montrer que vous avez bien fait justement cette phase de diagnostic. Les objectifs spécifiques, qui doivent être précis et détaillés, ils commencent souvent dans la rédaction par un verbe à l'infinitif. Donc là, vous voyez, j'ai augmenté les revenus, formé 25 femmes tribales, sensibiliser à l'égalité femmes-hommes, etc. Donc c'est pareil, c'est des petites techniques que je vous donne de rédaction de dossiers où les financeurs aiment bien quand ça commence par un verbe à l'infinitif au niveau des objectifs spécifiques. Et puis, ils doivent être détaillés, mesurables, précis. Voilà. Donc, généralement, on dit qu'il y a un objectif global et des objectifs spécifiques, au minimum 2, et pas non plus 40. Ça, je l'ai déjà dit. Je vais vous répondre à toutes vos questions sur objectif global et objectif spécifique. Je veux juste montrer rapidement sur quoi on va aller après, pour que vous voyez bien comment ça s'articule, et puis après, on prendra le temps de regarder ça en détail. Juste après, donc du coup, dans le cadre logique, une fois qu'on a défini cet objectif global, donc qui cherche à répondre à la question quels sont l'objectif auquel l'action va contribuer, en gros, pourquoi le projet est entrepris, hein. Les objectifs spécifiques, donc où on va être plus précis sur quels effets attendus du projet. Ensuite, juste après, on va réfléchir, toujours dans notre logique d'entonnoir, à quels sont les résultats attendus. Concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, hein. Et donc, si on regarde les résultats attendus, c'est les conséquences directes du projet sur les bénéficiaires. Donc, il faut distinguer des objectifs spécifiques, parce que les objectifs, ça reste généraux. Les résultats, ça va vraiment être de l'impact direct sur les bénéficiaires ou comment ils vont pouvoir en bénéficier par la suite. Donc, ils sont en lien avec une activité du projet. Donc, pour prendre un exemple de résultats attendus dans un projet de construction de cantine scolaire au Togo, on va dire qu'on avait comme activité la construction d'une cantine scolaire
au sein donc, du coup, de l'école primaire publique Tablao. Avec du coup l'activité, on s'est dit on va construire un bâtiment, 32 mètres carrés, des foyers de cuisson en terre. Enfin, vous voyez, c'est des choses très précises. Hein. Comme on l'a dit, l'activité qui vient juste après les résultats, c'est très concret. On doit pouvoir être capable derrière de dire combien ça coûte. Si on dit construction de 2 foyers de cuisson en terre, bon, voilà, il vous suffit de faire un devis, mais vous pouvez savoir combien ça coûte. C'est très concret. Et ben, les résultats attendus, puisqu'on est encore au niveau de dessus, à quoi ça va servir tout ça? Eh ben, le bâtiment, il est construit et il permet la préparation de repas tous les midis pour 130 bénéficiaires. Vous voyez, c'est pourquoi on fait le projet, à quoi ça sert, mais de manière très concrète. Hein. Donc, on aura notre objectif global, ça serait contribuer à l'éducation des enfants dans de bonnes conditions, donc de tout le secteur géographique autour de Tablao. L'objectif spécifique, ça serait pour que justement ils apprennent bien à l'école, c'est que le midi, ils puissent manger sur place, donc pas être obligés de retourner chez eux à pied assez loin pour manger, et puis ensuite revenir, où ça leur fait perdre du temps, où du coup ils arrivent fatigués, etc. Et puis en plus, on s'assure à la cantine scolaire que ça soit de la nourriture de bonne qualité, qui va bien du coup les faire manger et qui ensuite ils vont pouvoir se reposer, etc. Donc on dit que ça continue. Et donc le résultat attendu, ça sera des problèmes de micro. Je continue, j'espère que les micros vont rester coupés. Du coup, le résultat attendu, c'est le bâtiment qui permet vraiment la réalisation des repas. Donc tous les midis, par exemple, hein, ça pourrait être tous les midis, tous les soirs, si c'est un internat. Enfin, vous voyez, il faut que ce soit assez précis. Et puis, pour combien de bénéficiaires? Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, Gabriel l'a un peu évoqué, il y a les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. 130 bénéficiaires, il y a 130 enfants dans l'école. On part du principe qu'on veut que tous les enfants mangent sur place, c'est un exemple dans le cadre du projet. Du coup, il y aura 130 bénéficiaires directs. Par contre, on est d'accord, il y a d'autres bénéficiaires indirects. Par exemple, les parents qui n'auront pas à acheter la nourriture des enfants le midi, puisque du coup la nourriture sera prise en charge dans le cadre du projet, là, etc. Les familles, elles vont gagner de l'argent puisqu'elles n'auront pas à acheter la nourriture qu'elles vont devoir donner à leurs enfants tous les matins pour qu'ils partent avec à l'école. Donc les bénéficiaires indirects, c'est bien les familles dans cet exemple de ce projet. Et puis, il va y avoir aussi d'autres bénéficiaires indirects. Il peut y avoir des actions sur les professeurs qui, du coup, vont avoir plus facile de travailler avec les élèves. Il peut y avoir des actions sur d'autres enfants alentours qui ne sont pas forcément de l'école. Et puis, il y a plein de bénéficiaires indirects, c'est très large. Par contre, les bénéficiaires directs, ceux qu'on va citer là dans le cadre des résultats attendus, ils sont très précis. 130 bénéficiaires, on est censé, en théorie, pouvoir donner les 130 noms des élèves qui vont manger le midi. Alors, il faut vraiment essayer de couper vos micros, hein, s'il vous plaît, parce que... Je crois que, Romain, tu es là, je compte sur toi pour les micros, ou Benoît, enfin, faites que quelqu'un m'aide avec ça, parce que sinon je vais avoir du mal à finir ma présentation. Donc voilà, donc on est toujours sur les résultats attendus, donc comment on essaye de les rendre très précis, très concrets, et puis d'autres exemples de résultats attendus. La quantité de bois utilisée est réduite grâce à la construction de foyers de cuisson, par exemple. Hein. Donc du coup, on voit qu'il y a une action sur la quantité de bois, donc un impact aussi sur l'environnement, parce qu'on va couper moins d'arbres, un impact sur l'économie, puisque du coup, on va dépenser moins d'argent pour aller chercher du bois, du charbon, etc. Et puis donc le réfectoire qui permet l'accueil. Et je termine sur les activités à développer, et puis après je réponds à vos questions, mais pour bien qu'on ait toute la logique du plus grand au plus petit. Donc on a vu l'objectif global, les objectifs spécifiques, les résultats attendus, et donc concrètement, comment le projet, il espère faire ses résultats, c'est là où on va essayer de détailler les différentes activités. Donc quand on veut définir les activités, en fait, il faut essayer de les définir de manière la plus précise possible. Et c'est là où je disais, on devrait presque pouvoir mettre des noms, des dates, des coûts. Voilà, c'est très précis. Donc, c'est pour atteindre les résultats, il faut faire différentes activités. Pareil, il y a toujours plusieurs activités. Il y a plein d'activités différentes qui peuvent correspondre à un résultat. Donc, on va définir au niveau de l'organisation qui fait quoi. Donc,
si on prend notre exemple de cantine scolaire, qui va construire le bâtiment où va manger les enfants? Qui va faire à manger tous les jours? Qui va aller faire les courses de nourriture? Qui c'est qui va gérer le budget de nourriture? Qui c'est qui va gérer les stocks de nourriture? Qu'est-ce qu'on fait de la nourriture qui n'est pas consommée à la fin de la journée? Je vous donne plein d'exemples pour que vous voyez vraiment cette partie organisation, comment on va le faire. Et puis dans l'organisation, on met aussi le mode de gouvernance. Qui c'est qui va décider des choses? Donc qui c'est qui va décider des repas des enfants? Qui c'est qui va décider comment ça va s'organiser? Est-ce qu'on va demander un peu d'argent aux parents en contrepartie ou pas? Qui c'est qui va décider? Est-ce qu'il y a des menus spéciaux les jours de fête, par exemple? Ou est-ce que non, parce qu'il reste à la maison et qu'il n'y a pas besoin? Enfin, toute cette partie organisation de décider et de mettre en œuvre, il faut l'écrire, voilà, il faut la concevoir. Et donc, dans votre activité, c'est très concret. Et si je vous pose la question, qui va faire la sensibilisation, qui va l'organiser, combien de temps elle va durer, combien de temps ça va coûter, vous êtes censé pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc ça, c'est pour la partie organisation. La partie finance, on l'a dit, quel est le coût total de l'activité? Donc on va lister tous les différents coûts. Si par exemple, on reprend la sensibilisation sur l'utilisation de l'eau, du savon, et ben, tous les coûts, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'animateur, il y a les bassines, il y a est-ce qu'il faut payer l'eau qu'on va utiliser, est-ce qu'il y a du savon, est-ce qu'il y a des serviettes, est-ce qu'il y a des trucs comme ça. Tout ça, on doit tout lister, toutes les différentes dépenses. Vous allez ensuite réutiliser ça dans la partie budget prévisionnel, que vous verrez du coup la semaine prochaine, où on cherche à additionner les différentes dépenses qui sont prévues pour faire un budget. Et puis en vis-à-vis, il faut forcément des ressources, quoi, puisqu'il y a des choses à payer. Comment est-ce qu'on va les payer? Est-ce que c'est uniquement des subventions qu'on va chercher dans le cadre de demandes de subventions extérieures? Est-ce que c'est des sous qu'on a au niveau de la ville? Est-ce que c'est des sous qu'on va demander à d'autres personnes, par exemple les parents, les élèves, etc. Est-ce qu'on doit chercher des subventions ou pas? Des fois, il y a des tout petits projets où il n'y a pas forcément besoin. Si vous avez 30 enfants à former à l'utilisation de l'eau et du savon, vous pouvez demander à chaque enfant de ramener un petit bout de savon de chez lui si c'est possible. Et puis du coup, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher des subventions si vous avez l'animateur, vous en interne par exemple. Donc il y a des fois des petits projets où on peut se débrouiller comme ça un peu, on dit en bout de ficelle, quoi, en faisant un peu comme on peut. Et puis par contre, il y a des projets plus importants. Si on dit on veut former toute l'école et puis qu'il faut acheter des bassines, tout ça, là, à mon avis, il va falloir aller chercher des subventions quelque part pour compléter. Donc voilà, il va falloir lister tout ce volet finance. Ensuite, il y a la partie temps qu'il va falloir étudier. Combien de temps va durer l'activité? Est-ce qu'on fait ça sur une semaine? Est-ce que c'est un projet sur un an où il y a un animateur qui vient une fois par mois? Quand est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence après la saison des pluies? Est-ce qu'on commence dès la rentrée scolaire? Est-ce qu'il y a des moments où on fait des pauses? Est-ce qu'on se donne un objectif pour telle date, toutes les classes ont été formées? Enfin, tout ça, ça doit s'écrire. Et pareil, la semaine prochaine, vous verrez, ça se met dans un autre outil qu'on appelle un chronogramme. Donc là, on n'en est pas encore à le transférer dans des outils, on est encore vraiment à définir nos activités. Mais ce travail-là de réflexion que vous mettez en place, vous allez ensuite le réutiliser aussi dans d'autres outils qui sont utilisés pour les demandes de financement. Toujours dans la définition des activités, quels sont les moyens de mise en œuvre, donc quels moyens matériels on doit mettre en place. Donc on l'a dit, tout le matériel qu'il va nous falloir. Doit-on mobiliser des moyens, par exemple, est-ce qu'il va falloir aller emprunter un véhicule à côté qui va venir ramener les enfants d'un endroit ou un autre? Si oui, est-ce que c'est bénévole, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui va prêter gratuitement sa voiture ou est-ce qu'il va falloir payer le monsieur, ne serait-ce que pour l'essence? Voilà. Est-ce qu'il faut une expertise particulière? La sensibilisation à l'eau, est-ce que ça peut être fait par n'importe qui ou est-ce qu'il faut un animateur qui a une formation spécifique là-dessus? Ça dépend de quel niveau vous faites. Si c'est juste se laver les mains, peut-être que vous avez, vous, en interne, au niveau de votre commune, des gens qui peuvent le proposer. Si c'est un truc un peu plus technique, une formation où on sait comment on change telle pièce de forage après la saison des pluies parce qu'elle a rouillé et qu'il faut savoir comment mettre l'huile pour qu'elle ne casse pas, là, c'est une expertise particulière. Donc tout ça, va falloir l'écrire, un peu le profil des personnes que vous cherchez. Et puis, et ça fera le lien avec le volet suivi-évaluation que vous verrez dans 2 semaines, au prochain module, c'est qui se charge du suivi des activités. Donc là, je ne vais pas trop m'étaler dessus puisque vous aurez 2 heures spécifiquement sur le suivi des activités, mais en gros, qui c'est qui suit le projet, quoi. Si il n'y a personne le jour même pour faire la sensibilisation à l'eau,
il y a bien une personne de chez vous qui va se déplacer pour aller voir où est l'animateur, pourquoi les enfants n'étaient pas là, est-ce que c'est parce que le savon n'est pas arrivé, qui c'est qui devait acheter le savon, etc. Enfin, tout ça, il y a un volet de suivi qui est très important et qui va vraiment falloir suivre de près, et que là aussi, vous mettrez dans un autre outil de suivi que Gabriel vous montrera à la formation suivi-évaluation dans 2 semaines. Voilà. Et donc, comme je l'avais promis, maintenant, je vais pouvoir répondre à toutes vos différentes questions, et on va prendre pas mal de temps ensemble, en sachant qu'encore une fois, vous aurez un exercice pratique pour vous aider à mettre en œuvre tout ça. Du coup, j'essaye de lire toutes les questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Je lis les questions dans le chat en attendant. Alors, commune de Tchamba 1. Je vous laisse poser votre question. Merci beaucoup. Merci pour vraiment ce travail abattu. Et ma question, c'est par rapport à la durée, surtout des projets. Des fois, lorsqu'il y a un appel à projet, vous allez voir que le bailleur vous fixe la période d'exécution. Il va vous dire peut-être 2 ans au maximum ou 3 ans. Mais supposons que nous, notre projet, c'est peut-être la création d'une forêt communautaire. Mais en 2 ans ou en 3 ans, la forêt ne peut jamais être installée. Or, il y a plein d'activités après la mise en terre des plans. Après 2 ans, là, il y a beaucoup d'autres activités pour vraiment réussir ce projet. Comment dans ces cas, nous pouvons prévoir des activités là pour que pour pouvoir convaincre surtout le bailleur pour la suite de ce projet? Merci beaucoup. Oui, vous avez tout à fait raison que la plupart des projets qui sont très importants, qui ont un vrai changement à long terme, ils sont à long terme en fait, et ils sont rarement sur 1 année, 2 années. Enfin, la plupart des financeurs internationaux, souvent c'est maximum 3 ans, en sachant que pour la plupart d'entre eux aussi, ça dépend de qui on parle, mais c'est souvent 1 an qu'on renouvelle une 2e année, qu'on renouvelle une 3e année. Donc en plus, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur des logiques annuelles, et il faut dire chaque année qu'est-ce qu'on va faire. Donc du coup, c'est important quand vous rédigez votre dossier de demande de projet, de montrer qu'il est en plusieurs étapes, de montrer qu'on va quand même pouvoir faire un point sur les 3 premières années. En fait, les 3 premières années, vous avez comme objectif que vous allez planter, je dis des chiffres au hasard, mais 100 petits plants, par exemple, 100 petits arbres, qu'à la fin des 3 ans, on va pouvoir en avoir encore 70, par exemple. Parce que, du coup, vous avez mis en place différentes mesures qui vont faire qu'on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de destruction par les animaux, qu'il y a des mesures contre la sécheresse climatique, par exemple, qu'il y a des mesures d'entretien où vous avez un jardinier qui passe voir, etc. Donc, vous montrez un petit peu que votre premier objectif, c'est qu'il y ait tant de petits arbres à la fin de cette première période, mais dans votre dossier de projet, vous allez écrire que ça ne s'arrête pas là. L'objectif de votre projet, c'est pas qu'il y ait 70 petits arbres au bout de 3 ans, ça ne vous sert à rien. Vous, votre objectif, c'est qu'il y ait peut-être soit encore plus d'arbres, mais au moins ce même nombre d'arbres, qui soient beaucoup plus grands et qui portent des fruits au bout de peut-être 8 ans ou 10 ans. Donc du coup, vous allez décomposer les différentes parties et vous allez dire, quand vous allez déposer votre dossier de projet, vous allez l'écrire phase 1, en fait. Vous allez dire, notre premier projet sur 3 ans, il est phase 1, et il est cet objectif de 70 petits arbres de taille intermédiaire à la fin des 3 ans. Et puis, dans votre dossier de projet, vous écrirez, il y aura aussi une phase 2, où on espère soit monter plus d'arbres, soit que les arbres soient plus grands, et une phase 3, pareil, soit encore plus d'arbres, soit que les arbres soient encore plus grands. Donc, il faut vraiment définir sur tout ça. Je prends une question du chat et puis après je reprends une question donc de ceux qui ont levé la main. Il y avait une question dans le chat, quelle était la différence entre les effets et les impacts? Alors, les effets, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir directement lié au fait que vous avez mis en œuvre le projet. Et les impacts, c'est un petit peu plus large puisque ça peut avoir d'autres effets que ce que vous aviez prévu, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que vous faites une sensibilisation à l'eau aux femmes et puis qu'en fait, du coup, elles en profitent pour discuter, puis se dire qu'elles vont monter une tontine pour acheter des bassines ou des choses comme ça. Là, je vais juste couper le micro d'une personne. Hop, voilà, qui a le micro à lui pour ne pas faire d'interférence. Donc, je vais prendre un exemple très concret. J'ai faim.
j'ai faim là tout de suite. Je vais manger un morceau de pain. L'effet de mon action, c'est je n'ai plus faim. Par contre, l'impact, c'est plus large. C'est peut-être que maintenant, j'ai soif. Je n'avais pas forcément prévu au moment où j'allais manger mon morceau de pain pour ne plus avoir faim que j'allais avoir soif derrière. Donc l'impact est plus large que l'effet puisqu'il inclut des choses qu'on n'avait pas forcément identifiées et qu'on voit au moment du suivi évaluation de projet. Ensuite, je prends une question de ceux qui ont levé la main, puis je reprendrai une des questions du chat. Dans ceux qui ont levé la main, alors, Oussi Fatou, Mama, et j'arrive pas à voir la fin de votre nom de famille, mais c'est à vous. Chabi, pardon. Alors, je me demandais, est-ce que les... Oui, je voulais savoir si les externalités négatives, elles sont prises en compte. Alors oui, vous avez un écho. Je pense que vous êtes peut-être connecté sur 2 appareils. Du coup, on a du mal à... Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. On vous a entendu 2 fois en écho. Je pense qu'il demande si les externalités négatives sont prises en compte. D'accord, c'était ça la question. Vous avez réussi à entendre avec l'écho. Peut-être que j'ai pas Les bien. externalités négatives, elles sont prises en compte dans le sens où, par exemple, en Inde, non, au Togo, avec l'école, je peux peut-être couper le son sinon. Est-ce que vous voulez pas mettre la question dans le chat sinon? Parce que moi, je n'arrive pas à Merci comprendre. beaucoup. J'ai compris externalité négative, mais le reste, après, j'ai ou alors j'ai peut-être une interférence d'une autre personne qui a un micro ouvert, je ne sais pas, mais je n'arrive pas bien à vous comprendre. Je vous laisse écrire la question dans le chat si ça ne vous embête pas, et je vais donner tout de suite la parole à l'autre question, planificateur de Champa 3. Oui, salut à tous. Bonsoir. Vous Bonsoir. m'écoutez, j'espère. D'accord. Oui, En fait, on écoute. je suis maître, maître Soutine Kossi Jean-Pierre, disons maître en planification du développement, planificateur présentement à Champa 3. Donc, j'aimerais ajouter un truc sur la différence entre effet et impact. Notons que l'effet, c'est un truc à court terme et l'impact est à long terme. D'où madame a dit, l'effet, c'est ce qu'on voit tout à l'heure et l'impact est plus large. Et nous pouvons aussi ajouter là-dessus en disant que les effets, l'ensemble des effets contribuent à l'impact. Alors, ma question ici, c'est de savoir quel genre de projet nos bailleurs de fonds aiment plus investir. Sur quel projet, quel genre de projet, quel type de projet les bailleurs de fonds aiment investir. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand on propose tel projet, ils se lancent, ils disent, OK, c'est bon, on peut tout à l'heure financer ce projet. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est, bon, pas une question, mais une doléance, c'est de voir si vous pourrez nous donner après quelques canevas de projets très pertinents pour que nous aussi, ça puisse nous aider dans nos différentes élaborations de projets. Merci. Oui, alors, donc il y a deux questions très, très pertinentes et je vous remercie de les avoir posées. Le premier, c'est quel type de projet aiment financer les financeurs? Ça dépend des financeurs, en fait. Donc l'idée, c'est que quand vous avez un projet que vous souhaitez déposer, c'est d'essayer de savoir à qui vous allez pouvoir le déposer. Je prends par exemple l'exemple de l'Agence française de développement, l'AFD. Eux, ils financent principalement des gros projets, en fait. C'est des projets d'envergure qui sont à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui fait que si vous allez les voir en disant moi j'ai un petit projet à 2000 euros, il va vous dire c'est pas pour nous, alors que peut-être par contre l'ambassade de France, le SCAC, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade au niveau de votre pays, a peut-être des plus petites enveloppes de ce montant-là, et eux ils seront peut-être plus intéressés pour financer ça, mais par contre eux ils vont dire nous ce qui nous intéresse c'est, je dis des trucs complètement hasard, mais la francophonie par exemple. Donc ça veut dire que votre projet, s'il est dans la francophonie, il va pouvoir être financé par le SCAC, mais par contre, si c'est un projet de construction d'un gros barrage, il va être financé plutôt par l'AFD. Donc en fait, ça dépend du financeur, et donc c'est important d'essayer un peu de chercher tous les financeurs différents, qu'est-ce qu'ils aiment bien. Ils ont souvent un site internet, donc si vous avez un peu identifié je sais pas, imaginons vous dites, oui, j'ai l'impression que je peux déposer à l'AFD, vous allez voir sur le site internet tous les projets qu'ils ont financés,
Et vous regardez s'il y a un projet qui ressemble un petit peu au vôtre. Et ça vous aide à vous dire, ah bah oui, c'est un bon financeur à solliciter pour un projet comme le mien, puisque du coup, ça a déjà été fait par d'autres. Donc ça, c'est une des premières pistes, c'est les recherches un peu sur Internet de qu'est-ce que les financeurs aiment bien financer. Et puis, il y a aussi la possibilité peut-être de discuter avec d'autres communes ou d'autres partenaires, en fait. Si vous dites, bah tiens, moi, je veux faire construire un forage d'eau, et puis que dans le village à 30 km où vous passez en voiture, vous dites, tiens, ils ont un super beau forage et tout, bah, n'hésitez pas à aller demander au maire et dire, bah, vous, votre forage, vous l'avez financé auprès de qui? Et puis si vous dites tel financeur local, telle association, etc., bah, ça peut valoir le coup aussi d'aller le solliciter. Donc c'est un peu un travail de recherche, comme un détective, quoi, d'aller voir quel financeur va financer votre projet. Et puis après, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est des projets qui sont très construits, très normés, avec des beaux mots en français, bien écrits, sous le même cadre tout le monde. Et c'est pour ça qu'on vous fait cette formation, en fait. C'est pour vous montrer qu'il faut que ça soit écrit objectif global, objectif spécifique, que ça soit écrit tous ces termes-là qu'on vous dit là, parce qu'eux, ils aiment bien ça, quand c'est écrit avec ces mots-là, hein. Ce qui est dommage, hein, parce que des fois, on a des beaux projets bien écrits, et juste parce que c'est pas avec les mots qu'ils aiment bien, c'est pas forcément lu. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'utiliser tout ça. Et quant à votre dernière question, qui est est-ce que on peut vous donner des trames de projet? Ça dépend pour quel financeur. Il y a pas mal de trames que nous avons, et puis il y en a qu'on n'a pas forcément, mais globalement, dans chacun des pays où vous êtes implanté, nous avons des coordinateurs locaux de GESCOD, des salariés qui, eux, pourront mieux vous aider que moi sur ce volet-là et vous donner des exemples de rédaction de projets et de financeurs locaux. Je pense que ça sera plus pertinent plutôt que moi je vous transmette nos canevas depuis la France. Et puis après, on pourra quand même vous en donner si besoin. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vais prendre... Oui, merci beaucoup, madame. Très bien. Je prends une des questions du chat et puis après je donne la parole. Alors, dans les questions du chat, qu'est-ce que j'avais? J'avais une question sur la pertinence du projet, je crois. Un peu au-dessus, je remonte parce qu'il y a pas mal de trucs. J'aimerais savoir quels sont les critères d'appréciation de la pertinence d'un projet lorsqu'on est soumis à un bailleur. Je pense que j'y ai un petit peu répondu, puisque la pertinence est fonction du financeur. Après, ils ont quand même souvent un peu les mêmes questions en termes de viabilité. Donc, ils vont vous demander quelle est la viabilité économique du projet. En gros, quel que soit le projet que vous allez mettre en place, que ce soit un projet forage, un projet école, un projet cantine scolaire, etc., ils vont vous dire comment vous allez le financer au quotidien sur son fonctionnement une fois que j'aurai payé la pompe ou l'école ou la cantine. Donc ça, il y a un volet pérennité économique qui vont vous demander et qui est souvent un des critères pour lesquels les projets sont refusés, malheureusement. Hein, c'est, bah oui, construire une école, c'est très bien, mais derrière, qui va payer les professeurs? Est-ce que vraiment il y a un partenariat avec l'éducation nationale ou c'est l'État qui va payer, ou bien est-ce que c'est des privés qu'il faudra payer, mais dans ce cas, qui va les payer? Est-ce qu'on en a déjà parlé aux familles? Enfin, voilà, toutes ces questions très, très précises de pérennité économique de l'action, c'est une des choses très importantes. Et puis après, la pérennité, tout ce qui va être la viabilité technique, par exemple. Si on parle d'une pompe, qui va entretenir la pompe? Où est-ce qu'on va acheter les pièces? Si on parle d'une école qui va entretenir s'il y a l'électricité qui marche plus, ou le toit qui lâche, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la viabilité technique. Donc le deuxième point qui est souvent demandé. Et puis après, maintenant, ce qu'ils aiment bien aussi, hein, je vous le dis, la quasi-totalité des bailleurs, ils vont vous demander, par exemple, les approches de genre. Donc, égalité homme-femme, comment vous avez pris en compte la place des femmes dans votre projet. Parfois, c'est comment vous avez pris en compte la place des jeunes, ça dépend des financeurs, mais en tout cas, la place des femmes, c'est demandé par 99% des financeurs. Et donc, tous ces critères-là d'appréciation de la pertinence, que ce soit la pérennité économique, la pérennité technique, la pérennité environnementale, est-ce que vous avez un impact sur l'environnement, est-ce que votre projet va polluer ou pas, dans quelle place vous avez mis les femmes, les personnes âgées, la population, comment il va durer dans le temps, en fait. C'est tout ça qu'il va falloir décrire. Et donc, pour savoir quels sont les critères qu'ils aiment bien, c'est facile. En fait, il suffit de télécharger leur dossier de demande de subvention à remplir. Et puis, vous regardez les différentes questions. Puis, vous verrez, à chaque fois, ça sera marqué une question différente. Il y en a un qui va vous mettre décrivez votre impact sur l'environnement. Il y en a un autre qui va vous mettre décrivez votre approche égalité femmes-hommes, etc. Donc, lisez bien toutes les questions, prenez bien le temps d'y réfléchir en collectif, et puis ça va pouvoir vous aider à répondre pour être le plus pertinent possible dans votre projet.
Voilà pour la question du chat. Je reprends une question de la salle. Donc, j'ai Alio Sabifico qui lève la main. C'est à vous. Merci Léla, et je voudrais que vous puissiez nous rappeler quelques techniques pour une bonne formulation du problème. Parce que c'est le nœud central de l'arbre à problème. Comment formuler les problèmes? Vous avez vu, vous n'avez pas beaucoup insisté sur la formulation. Oui, Merci. j'ai beaucoup insisté sur les formulations du dossier de projet, c'est vrai, et pas forcément sur la partie formulation du problème. Parce que il me semble que ça a été un petit peu abordé lors de la partie de ce matin, que Gabriel a passé pas mal de temps sur la partie diagnostic. Pour moi, la formulation d'un problème, c'est quand vous avez pris en compte tous les éléments qui vous a fait part ce matin. On a parlé des parties prenantes, de la population, de la partie technique, etc. Donc le problème, il doit prendre en compte tous ces éléments-là. Il doit être assez détaillé, hein, donc il faut qu'on ait un peu du concret. Par exemple, si on dit, je sais pas, je reprends l'exemple de notre projet eau, les filles vont pas à l'école. Oui, mais alors du coup, c'est qui? C'est combien de filles? Ça correspond à combien de filles dans le village? Est-ce que c'est les trois quarts des filles qui vont pas à l'école parce qu'elles vont chercher de l'eau, ou bien c'est que les filles des familles plutôt pauvres en fait qui ne peuvent pas acheter de l'eau au bidon par exemple. Donc vous voyez, votre problème, il faut qu'il soit précis. Il faut qu'on précise ces filles-là, il y en a à peu près combien et elles sont issues plutôt de quelle catégorie de population ou de quelle ethnie ou autre pour que votre problème ensuite vous puissiez facilement le transformer en solution. S'il est défini de manière assez précise, votre problème, vous avez plus facile de trouver une solution. Si je dis c'est 30 filles de population nomade qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'elles doivent aller chercher de l'eau, vous aurez plus facile de trouver une solution concrète par rapport à ce petit noyau de filles que si je dis c'est 200 femmes du village, sans vous préciser lesquelles, quel âge elles ont, etc. Donc votre problème, il doit être assez précis et il doit prendre en compte vraiment tous les éléments de diagnostic qu'on a vus ce matin pour être bien, bien précis. J'espère que ça a répondu à votre question. Je vais reprendre une question du chat, parce que je vois que vous avez plein de questions différentes. C'est bien qu'on ait laissé un long temps sur les questions-réponses. Donc, il y a une... alors... Est-il nécessaire de décliner dans l'objectif spécifique la durée de sa réalisation? Alors, dans l'objectif spécifique, on ne met pas forcément la notion de durée de manière très, très précise. Je vais préciser, on ne met pas forcément d'ici le mois de février, par exemple. Par contre, il faut quand même qu'on ait une espèce de cadre temporel. Il faut qu'on sache, quand on dit que ce qu'on veut atteindre comme objectif spécifique, est-ce qu'on veut que ça soit dans le cadre de la durée du projet, donc dans l'année ou dans les 2 ans, par exemple, ou est-ce que c'est un objectif spécifique, par exemple, comme on disait tout à l'heure, au bout de 10 ans, quoi, hein, que notre forêt, pour laquelle on a planté des petits plants, on a un premier objectif spécifique dans le cadre du projet qui va être, c'est une partie des plants qui a survécu à la fin du projet, mais on a cet objectif quand même plus large d'aller plus loin. Donc il faut quand même que vous le cadriez un petit peu dans le temps, pour qu'on sache si c'est un projet court terme ou long terme, mais il ne faut pas qu'il soit trop précis pour ne pas vous coincer. Parce que si vous mettez avant février et puis que vous le faites en mars, bah vous avez été trop précis et vous êtes un petit peu coincé. Voilà pour la question dans le chat. Je reprends une question. Alors, j'ai 2 mains levées, mais je crois que c'est des personnes qui avaient déjà posé la question tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si c'est une nouvelle question de même personne ou si vous n'avez pas baissé la main. Par exemple, Alius Sabifico, vous avez toujours la main levée. C'est bon, elle est baissée. Et du coup, j'ai planificateur Chamba 3. Vous, c'est une nouvelle question, hein, je crois. Vous relevez la main. Vous aviez baissé. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et en fait, j'aimerais juste qu'on me fasse une petite différence parce que parfois dans la réalisation, dans l'élaboration de nos projets, on confond le problème et la problématique. Donc, ce qui fait que parfois, on sait, bon, selon moi, le problème, c'est le fait. Maintenant, la problématique, c'est le sens large du fait. On va voir quel est le mieux. Donc, c'est pour cela que j'aimerais qu'on m'explicite mieux qu'est-ce qu'un problème
qu'est-ce qu'une problématique? Merci. Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas si je vais être très précise dans ma réponse, parce que la définition entre problème et problématique, elle peut aussi changer en fonction des personnes. Je ne suis pas sûre que si on interroge tous les participants qui sont là et qu'on demande à chacun de définir le problème et la problématique, on ne mettrait peut-être pas tout le monde la même définition. Mais globalement, les différents problèmes qu'on a identifiés, on l'a vu tout à l'heure, c'est des trucs, des choses très factuelles, hein. On a donné plein d'exemples, c'est des trucs qu'on peut vraiment quantifier, qui sont assez précis. Et la problématique, c'est une analyse de ces problèmes, en fait, où vous en sortez une phrase, hein, on dit une problématique, hein, on essaye d'être beaucoup plus concis, une problématique, des problèmes. On essaye de synthétiser, en fait, ces différents problèmes au sein d'une problématique, une phrase qui va résumer vos différents problèmes avec une partie un petit peu analyse et d'en tirer un petit peu pourquoi il y a vraiment ce problématique-là qui intervient au niveau donc, de votre projet ou de votre territoire ou sur cette action précise. Voilà pour ma réponse. Merci beaucoup, madame. Je continue à prendre une question de chat, puis je vous laisse baisser la main, comme ça je serai moins troublée si... Après, je ne sais plus qui j'ai répondu et qui j'ai pas répondu. Il y a une question, donc à quel moment la dimension genre doit être intégrée dans le projet? La dimension genre, donc l'égalité femmes-hommes, doit être intégrée dès le début du projet. Il faut vraiment que lors de la partie diagnostic, au moment où vous allez faire vos enquêtes et tout ça, vous ayez intégré la dimension genre dès le tout début, parce que sinon, en fait, justement, vous allez être accusé d'avoir un biais de lecture, un biais d'analyse par votre financeur. Imaginons en fait que je vais dans un village, je vais poser la question aux personnes du village, qu'est-ce que vous voudriez? Et tout le monde me répond, je veux de l'eau, je veux un projet d'eau, du forage, etc. Quand je reviens et que je fais ma rédaction de projet, que j'explique mon diagnostic, ce que j'ai fait, que le financeur me demande, oui, mais vous avez interrogé les hommes ou les femmes? Et que je dis, ah, pas zut, j'ai interrogé que les hommes du village. Eh ben, il va me dire, bah, si ça se trouve, vous auriez interrogé les femmes, et les femmes, elles vous auraient demandé complètement autre chose, en fait. Elles vous auraient demandé l'éducation. Je dis des choses au hasard, hein. Mais le fait que vous n'ayez pas pris en compte le genre, donc la parole des femmes dans votre projet, fait qu'en fait, vous pouvez être retoqué après de votre projet, même s'il est pertinent, même s'il fallait vraiment de l'eau au sein du village. Eh ben, s'il n'y a pas eu l'approche genre dès le départ, il est possible en fait que le financeur vous retoque, parce qu'on le disait tout à l'heure, 99% des financeurs maintenant demandent vraiment à ce qu'il y ait une prise en compte du genre assez importante dans votre projet, à la fois dans son diagnostic, dans sa rédaction, que ça soit vraiment écrit, comment ça va impacter les femmes, il faut l'écrire, et puis ensuite dans votre suivi évaluation, mais ça vous le verrez par la suite. Après, je continue les questions du chat, puisque je ne vois pas de main levée pour le moment. Est-ce que les externalités négatives sont prises en compte dans le projet? Par exemple, si les enfants au Togo ont une cantine scolaire, les mamans qui vendaient des repas avant vont perdre leur business, leur emploi. Effectivement, c'est important en fait d'avoir essayé d'analyser ça dans votre phase de diagnostic. On l'a vu tout à l'heure, hein, tout ce qui était les impacts, c'était des impacts qui n'étaient pas forcément prévus. Hein, donc, justement, ça peut être quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu. On a mis en place une cantine scolaire parce qu'on voulait justement qu'il y ait de bonne prise en charge des repas des enfants, mais on n'avait pas prévu que du coup, celle qui vendait des petits gâteaux et tout ça à côté, et ça fait un peu couler son activité. Donc il y a deux choses. Soit vous le savez avant, en fait, vous le savez au moment de la phase de diagnostic, parce que vous l'avez identifié, parce que quand vous avez fait votre enquête, vous avez discuté avec cette dame, puis elle vous a dit « Ouais, mais moi, ça ne m'arrange pas, je ne vais plus vendre de biscuits. » Et dans ce cas, vous proposez dans le cadre de votre projet une mesure compensatoire, un autre truc. Peut-être que les biscuits des repas des enfants de la cantine seront achetés auprès de cette dame, par exemple. Puis là, elle sera contente, elle en aura 300 au lieu de 10. Je dis des chiffres un peu au hasard, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être une première chose si vous l'avez identifié au moment du diagnostic. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, des fois, on le voit qu'après. Des fois, c'est pas fait exprès, on n'y a pas pensé, et on le voit au moment du suivi évaluation de projet. On va se dire, ah bah zut, ça a eu un impact qui est négatif pour cette personne par rapport à ce qu'on avait identifié. Et donc, dans votre bilan projet, il y aura forcément aussi du négatif. Il n'y a aucun projet où tout est bien, tout est positif, tout ça. Il y a toujours des petites choses négatives pour améliorer. Ce qui veut dire que si vous refaites un deuxième projet derrière, vous aurez pris en compte cette partie évaluation du premier projet, où vous direz, bah oui, par contre, ça a fait couler l'activité économique de quelques mamans, donc on a pris ça en compte pour la prochaine fois pour qu'il n'y ait plus cette problématique-là.
Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais il y a en gros à quel moment vous avez identifié cette externalité externe négative. Est-ce que vous l'avez identifiée avant, au moment du diagnostic, ou après? Ce n'est pas forcément la même réponse. Je prends la question de Chamba 1. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez à travers ce webinaire. Donc, j'ai principalement 2 questions. La première question, je voudrais savoir quelle est la place des mécanismes de gestion des plaintes dans la conception des projets. La seconde question, l'une des étapes les plus délicates dans la conception d'un projet reste la budgétisation. Quelles sont les bonnes pratiques ou astuces que vous pourriez nous partager avec nous pour ne pas rater cette phase très cruciale? Donc, voilà donc mes 2 questions. Merci. Très bien. 2 très bonnes questions. Merci pour ces interrogations. La première, donc le mécanisme de gestion des plaintes. Ça, c'est super important que si vous avez mis ça en place dans le cadre de votre projet, vous l'écriviez dans votre dossier au financeur. Parce que c'est un plus, en fait. C'est le fait de dire, ben voilà, nous, on propose un projet au niveau des bénéficiaires de notre village. Et puis, s'ils ne sont pas d'accord, si ça ne leur va pas, ils ont la possibilité de se plaindre en écrivant à telle personne qui va s'en occuper, qui va essayer d'y répondre. On ne répond pas, malheureusement, à pas toutes les plaintes. Enfin, voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut rien faire, mais il y a des choses qu'on essaye de prendre en compte, en tout cas, et de résoudre. Donc, vous n'avez pas besoin de l'écrire dans votre dossier de projet, parce que vous n'avez pas à l'avance quelles plaintes vont vous être proposées, mais vous pouvez écrire que vous avez ça qui existe, et ça sera quelque chose qui sera potentiellement quelque chose d'intéressant, parce que ça montre que vous impliquez la population vraiment dans votre projet, en fait, hein, par le fait que ce mécanisme de gestion des plaintes existe. Donc, on écrit en 1 ou 2 phrases sans rentrer en trop de détails dans le dossier de projet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question que vous avez répondu sur la budgétisation, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut essayer, hein, lors de cette phase de définition des activités, de lister toutes les dépenses possibles. Alors, quand on a déjà fait ces activités, c'est plus facile. Hein, si on a déjà fait plusieurs fois la formation sur comment on se lave les mains, on va savoir que la fois d'avant, on avait oublié d'acheter des bassines, par exemple, hein, qu'on avait prévu que le savon et les serviettes. Je dis un truc au hasard. Donc, quand on a déjà fait l'activité, on a un retour d'expérience par rapport à ça, où on va savoir qu'il va falloir prévoir ça, ça, ça. Par contre, quand on est sur une projection d'activité, quand on dit, bah, on commence à planter des arbres, mais c'est la première fois, on n'a jamais fait ça dans notre commune, donc on sait qu'il va falloir acheter des plants, on sait qu'il va falloir acheter des outils agricoles, on sait qu'il va falloir qu'on budgétise les jardiniers, qu'il va falloir qu'on pense à l'engrais, toutes des choses qu'on sait qu'on va penser, mais il y a peut-être des choses qu'on aura oubliées. Peut-être que du coup, il y aura des pièges pour les animaux auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et donc, l'idée pour anticiper toutes ces dépenses, quand c'est possible, c'est d'essayer d'aller voir d'autres communes ou autres qui ont fait déjà un peu ce même type de projet, ou d'échanger avec d'autres, ou de chercher des fois sur Internet, mais là c'est quand même un peu précis, on ne trouvera pas forcément tout ça. Donc il y a ce volet un peu détective qu'on évoquait tout à l'heure, hein, d'aller essayer de chercher l'information un peu partout de quelles seraient les différentes dépenses qu'on aurait oubliées ou pas. Et puis la deuxième chose, c'est d'essayer, quand c'est possible, d'avoir recours à des expertises, en fait, et de se dire, bah, est-ce qu'il n'y a pas un expert en agriculture dans le coin, un ancien paysan ou autre, à qui je pourrais aller poser des questions et lui dire, bah, toi qui as déjà planté des arbres avant, est-ce que tu peux me donner un conseil, si possible gratuitement, bénévolement, en me donnant un peu des conseils de à quoi tout ce qu'il faut que je pense et que je n'oublie pas. Donc il y a à la fois cette partie échange de pratiques et cette partie recherche d'expertise qui fait que vous allez essayer de lister le plus de dépenses possible. Et puis les premières fois, on en oublie forcément, c'est normal, on est comme ça, on apprend au fur et à mesure. Et donc les premiers dossiers, ils ne sont pas toujours financés du premier coup, en fait. Les premières demandes de financement, souvent on se casse un peu les dents parce qu'on a oublié des trucs ou parce que... Enfin voilà. Et après le deuxième, par contre, il passe mieux, et puis le troisième, il passe mieux, le quatrième, il passe mieux. Donc plus on le fait, plus on s'entoure de gens qui l'ont fait, et plus on a des chances de pouvoir obtenir des financements. J'espère avoir répondu à votre question. Chamba 1.
Je prends une question de chat. Oui. Oui, on prend peut-être la dernière question, après on vous laisse finir. Donc, Ah, on j'ai pourra laisser fini, les moi. questions. Ouais. Ouais, j'avais volontairement laissé toutes les questions à la fin. Je n'ai pas fait comme Gabriel tout à l'heure, qui allait vous donner des questions au fur et à mesure. Donc moi, je suis en mode question-réponse jusqu'à 17h heure française. J'ai encore 25 minutes de questions possibles, en sachant qu'après, vous aurez l'exercice pour la prochaine fois qui vous sera envoyé par mail. Donc je prends une question de chat et puis après, je donnerai la parole à la personne qui a levé la main. Donc, dans la question du chat, est-ce que les bailleurs tiennent compte des réalités socioculturelles des communautés porteuses ou bénéficiaires de projets, notamment sur l'intégration de l'aspect genre? Ça, c'est une très, très bonne question. Et c'est un vrai débat de fond qu'on pourrait faire. C'est que malheureusement, la réponse que je vais vous faire, c'est qu'ils ne les prennent pas assez en compte, en fait. Quand on évoque, par exemple, avec des gros financeurs français comme l'AFD ou autres, l'aspect genre, pour eux, ils ont aussi, comme c'est des financeurs français, pour l'exemple que je prends, ils ont aussi leur vision de l'égalité femmes-hommes, qui est un peu comme ce qui se passe en France. Sauf qu'on sait que, du coup, dans les différents pays, Sénégal, Togo, Bénin ou autre, c'est pas forcément pareil. Si on va sur un petit village en zone rurale d'une femme musulmane au sein de sa famille, ou une femme dans une grosse ville de capitale qui est plutôt dans une religion catholique, voilà, sans faire aucun jugement dans ce que je dis. J'ai travaillé dans toutes ces différentes communautés et je les aime tout autant pareil, mais on sait que ça ne va pas être pareil de mettre en œuvre un projet dans cette communauté ou dans cette autre communauté. Et ce n'est pas forcément facile, évident à expliquer au financeur qui, lui, vient en plus avec sa vision, il faut que ça soit purement égalitaire, etc., alors que ce n'est pas comme ça. Donc, ce que vous pouvez essayer de mettre en description, en fait, c'est d'expliquer le plus possible cette réalité en fait, socio-culturelle sur laquelle vous allez intervenir et expliquer en fait la partie transformation sociale que vous allez mettre en œuvre. Montrer que vous allez faire des petits pas, en fait, que c'est pas juste demain, pour prendre l'exemple extrême qu'on avait dit, dans cette petite communauté rurale musulmane au fin fond du désert là-bas, c'est pas demain que les hommes et les femmes vont être égaux comme en France, quoi. Ça sera pas ça. Par contre, montrer que peut-être elle aura un tout petit peu plus d'autonomie sur une certaine chose, un peu d'argent à elle qu'elle pourra utiliser comme elle le veut, un tout petit cran, eh ben, c'est déjà une grande transformation sociale par rapport à cette communauté et à ce contexte. Donc il faut bien décrire le contexte de la communauté, les réalités socioculturelles de la communauté, pour que justement le bailleur de fonds il prenne en compte ça, même si malheureusement, encore une fois, je trouve qu'ils ont souvent un peu des approches un peu descendantes et pas forcément adaptées à la réalité des pays d'Afrique. Voilà, pour vous répondre très honnêtement, j'aurais peut-être pas dû enregistrer cette partie-là de ma réponse, mais je suis honnête avec vous. Et je donne la parole à Péléi pour la question. Merci pour la parole et félicitations pour l'atelier. Mais moi, je voudrais savoir quelle erreur en commun et parfois on est obligé de détourner notre projet. Qu'est-ce qui nous amène au détournement du projet? Quelle erreur en commun dans ce cycle précisément? Ça, c'est ma question. Merci beaucoup. Alors, ça dépend des projets. En fait, on a différents types d'erreurs, on va dire. Ça dépend. Une des premières erreurs qu'on constate le plus souvent, c'est quand on a fait le diagnostic un petit peu vite. Hein, le volet que vous avez vu ce matin, vous avez vu, c'est en théorie, c'est assez long. Si on veut vraiment prendre le temps d'aller interroger les personnes, de faire des focus group, de faire de la littérature, de faire des recherches sur les statistiques, etc., ça prend beaucoup de temps. Et puis nous, derrière, on a la population qui nous dit « Ouais, mais notre forage, on le veut assez rapidement, quoi. On a vraiment besoin d'eau, donc il faut y aller. » Donc du coup, des premiers trucs qu'on fait, c'est que des fois, on va un peu vite sur le diagnostic pour mettre en œuvre rapidement le projet et répondre à la demande de la population. Et c'est souvent là où parfois on se rend compte, au moment de la mise en œuvre du projet, qu'on a un petit truc qui bloque en fait. Parce que justement, on n'a pas identifié qu'il y avait une problématique, qu'il y avait la validation de telle personne ou tel truc, enfin, peu importe le machin. Parce que cette phase de diagnostic, on a loupé quelque chose. Donc ça, c'est une des premières erreurs qui peut arriver. Vous connaissez bien vos terrains d'intervention, en fait. Vous êtes vraiment des acteurs de proximité. Ce n'est pas des Français qui écrivent un dossier sur qu'est-ce qu'on va faire à Tchamba depuis la France. Vous êtes sur place, vous connaissez bien votre population. Donc, globalement, vous avez
pas trop ces problèmes de diagnostic puisque vous connaissez bien les gens. Mais vous les avez, il peut y avoir un petit peu quand même si justement on va un peu vite. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose qui est souvent un écueil dans la mise en œuvre des projets, c'est la partie un peu technique. C'est bon, on a défini qu'on voulait un forage d'eau et tout ça, et puis ben, en fait, au moment où on va commencer à vouloir faire le forage, on se rend compte que ben zut, au niveau du sol, il y a une grosse pierre, enfin, quand je dis une pierre, c'est très large, quoi, qui va empêcher le forage, en fait, et que du coup, on ne va pas pouvoir forer là où on voulait, parce que bah, il y a peut-être, du coup, je sais pas, il aurait peut-être fallu le creuser plus loin, ou alors il aurait peut-être fallu une autre foreuse différente avec une autre tête de forage, enfin, peu importe le truc qui bloque, mais donc cette partie technique qui n'avait pas été envisagée est souvent quelque chose aussi qui va bloquer, puis du coup tout s'arrête, quoi. Si on ne peut pas forer pour faire passer la pompe, bah, on ne fait pas la pompe, puis il n'y a plus de projet d'eau, puis il faut rendre les sous aux financeurs, puis tout le monde râle, et puis voilà. Donc du coup, cette partie-là, c'est la partie qu'on disait tout à l'heure, qu'on peut essayer un peu de contourner en s'appuyant sur de l'expertise technique. Quand vous êtes sur des projets très techniques et très gros, plus ils sont gros et plus il faut chercher à avoir de l'expertise technique. Donc vous pouvez vous rapprocher auprès de vos représentants PIG Scott qui peuvent vous donner des contacts de structures. On parlait tout à l'heure de PSO par exemple, hein, qui est un acteur qui est présent partout en Afrique. Hein, ils ont une représentation à Dakar, etc. Qui aident vraiment spécifiquement sur le volet eau, forage et qui vont pouvoir vous donner des conseils. Ils ont plein de fiches internet, sur Internet de différents forages. Il y a plein de choses que vous pouvez consulter. Donc, les différents écueils des projets, c'est le fait qu'on a passé un peu vite sur le diagnostic, parce qu'on pensait déjà savoir et qu'on n'a pas pris le temps de poser les questions. Le fait qu'on s'est fait un peu avoir au niveau technique, parce que c'était un petit peu trop pointu et qu'on n'a pas fait appel à de l'expertise extérieure. Et puis, la troisième truc qui va bloquer, c'est au niveau financier. C'est soit parce qu'on a oublié certaines dépenses, puis ça va bloquer, soit parce que, du coup, on n'a pas complètement fait notre budget, on n'a pas des financeurs qui nous suivent au même montant, parce qu'on a fait un montant trop gros, trop petit. Enfin, c'est un peu les principaux écueils des différents projets. Et j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Merci beaucoup. Après, j'ai 4 questions de Daouda dans le chat, là. Ça bombarde dans les questions. La finalité d'un cadre logique. Donc, le cadre logique que je vous ai présenté comme outil, je vous le disais, c'est parce que c'est l'outil qui est le plus demandé par les financeurs. Donc, c'est pour ça qu'on vous l'a montré. On peut vous proposer de mettre en œuvre un projet, d'écrire un projet sous un autre format que ce cadre logique. Mais celui-là, il est très souvent demandé. Donc, c'est pour ça que c'est celui sur lequel on passe un peu plus de temps à vous le montrer, puisque c'est un peu une espèce de standard international. Et on parle beaucoup de financeurs français, parce que nous sommes français, mais les financeurs américains, ils utilisent à peu près le même genre de cadre logique. C'est juste du coup en anglais et puis un tout petit peu différent sur la présentation, mais c'est les mêmes questions globalement. Donc en gros, si vous avez compris la logique du cadre logique que je vous ai présenté là, dans ces grandes lignes, vous pouvez le transposer sur pas mal de demandes de financement différentes. Et même si ce n'est pas ce modèle-là qui vous demande, le fait de leur proposer de cadre logique, ils vont dire, ah bah c'est quelqu'un qui s'y connaît en gestion de projet, quand même, puisque c'est celui qui est utilisé par la plupart des gens. Donc du coup, on l'utilise, nous, dans la deuxième question, ça passe dans la réalisation du projet, on l'utilise vraiment en amont, entre le diagnostic et la mise en œuvre du projet, lors de la phase de rédaction. C'est vraiment là qu'on commence à rédiger le cadre logique, puisque du coup, il faut remplir toutes les cases pour montrer qu'on a bien tout pensé. Donc c'est à la fois ce qu'on va envoyer aux financeurs, hein, donc notre demande concrète de financement, mais c'est en même temps notre outil de réflexion collectif. C'est rarement une personne qui écrit un cadre logique tout seul, puisqu'on est en équipe, on va voir tous ceux qui ont fait partie du diagnostic, on va voir les décideurs, hein, les élus qui vont nous valider ou pas notre projet, on va associer peut-être dans notre rédaction des personnes qui connaissent bien le terrain, donc par exemple la représentante des femmes ou de tel truc, enfin de groupes locaux, pour s'assurer que ce qu'on écrit c'est bien cohérent. Enfin, on est souvent plusieurs à écrire un projet. Et donc c'est lors de cette phase-là qu'on utilise l'outil cadre logique. Est-ce qu'il peut être modifié au cours de la mise en œuvre du projet? Alors, il peut être modifié, vous, en interne, mais pas forcément au niveau du financeur. À partir du moment où vous l'avez donné au financeur, le financeur n'aime pas qu'on le change, sauf s'il y a une hypothèse externe qui le fait changer. Alors, pour expliquer un peu ce que je veux dire par là, je vais vous le remontrer, le cadre logique, parce que nous, on a regardé surtout le début. Là, vous voyez bien mon cadre logique? De nouveau, dans mon partage d'écran.
faut qu'il y ait une personne qui me dise oui parce que je ne vous vois plus quand je partage l'écran. Oui, c'est bon. Oui, ok. Donc vous voyez tout à droite, hein, ça c'est ce que vous verrez dans 2 semaines. Vous verrez les indicateurs, ça c'est les 2 premières colonnes, mais tout à droite vous avez la partie hypothèse. Et donc les hypothèses, vous allez lister tout ce qui pourrait faire que votre projet il doit changer radicalement de braquet, comme on dit, de cap. Imaginons, il y a un changement politique, un coup d'État qui fait que c'est plus la même direction, c'est plus les mêmes ministres, c'est plus les mêmes orientations politiques, etc. Une crise économique, une guerre civile, je dis des trucs un peu horribles, hein, et je vous souhaite ça sur aucun de vos projets, mais une épidémie comme le Covid qui revient. Si vous avez un gros truc comme ça, que vous avez listé dans vos hypothèses, qui arrive, là, vous pouvez dire, bah, du coup, ça change tout mon cadre logique. Forcément, en fait, je ne peux plus mettre en œuvre cette action parce que le contexte global a vraiment beaucoup changé. Après, si c'est un petit truc qui a changé, normalement, votre cadre logique, il ne devrait pas changer. À partir du moment où vous l'avez donné aux financeurs, ils n'aiment pas qu'on refasse. Je vous ai perdu. Vous êtes toujours là? Vous m'entendez toujours? J'ai l'impression que j'ai été comme s'il était déconnecté. Ouais. Oui, on vous entend. Ah bon, d'accord. Désolé. Donc, je disais, oui, si par contre, c'est des petites modifications de terrain, pas grand-chose, on ne change pas le cadre logique. Enfin, le financeur n'aime pas trop qu'on le change, donc ils aiment bien qu'on le change que si c'est un gros truc. Et donc, si oui, par quel mécanisme? Il faut demander au financeur un avenant à votre convention, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas, c'est parce que ça fait pas mal de paperasserie administrative pour changer un cadre logique qui est déposé dans le cadre d'un projet. Voilà pour les réponses à Daouda. Je vais reprendre des questions de la salle. Donc, j'ai PDI qui a levé la main. C'est une nouvelle question ou c'est celle de tout à l'heure que vous n'aviez pas baissé la main? C'est une nouvelle question, madame. Nouvelle question, je vous écoute. Dans ce cadre logique, excusez, nous sommes habitués à intégrer, comment on appelle-t-on, cible actuelle, cible après le projet. Mais bon, dans ce cadre logique, dans votre cadre logique, il n'y a pas de ça. Ou bien maintenant, c'est un peu pris en compte. Alors, quand vous dites cible actuelle et cible après le projet, vous faites allusion à quoi? Quand vous dites cible, vous parlez de population cible? En fait, bon, pour l'élaborer, je prends un exemple de projet que nous avons eu à élaborer. Et c'est, bon, le projet est intitulé projet de construction de magasins. Parce que nous sommes dans un milieu très agricole, dont l'activité principale, c'est l'agriculture. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs agriculteurs ou bien coopératives d'agriculture qui ont besoin d'un magasin. Il y a certains parmi eux qui ont déjà des magasins. Par exemple, cible actuelle, il y a certains qui viennent par regard à la mairie qui demandent que vraiment ils veulent qu'on les aide à avoir un magasin. Et donc, ça, ce sont les cibles actuelles qui sont là, qui ont certains qui ont des magasins. Maintenant, d'autres qui viennent pour demander l'aide des mairies qui veulent des magasins. Maintenant, on va voir combien de magasins il faut pour ceux-ci. Donc, les cibles futures, après le projet, on se dit, dans le projet, on veut avoir tel magasin pour tel nombre de coopératives. Donc, ça sont nos cibles après projet, ça. Merci. Oui, ça rejoint un petit peu la question qui avait été posée tout à l'heure par rapport aux petits arbres, en fait. C'est-à-dire qu'il faut essayer de penser un projet en plusieurs phases. Effectivement, sur cette première phase, cette première année, par exemple, ça peut être plusieurs années, mais je prends l'exemple d'un projet sur une année, vous dites, nous, on a de quoi financer 10 magasins. Sauf que du coup, dès que les gens commencent à parler entre eux, forcément, il y a plein d'autres gens qui vont venir voir en disant, moi aussi, je veux un magasin, alors qu'ils n'étaient pas dans les 10 que vous aviez identifiés, ou bien d'autres qui sont dans les 10, puis qui disent, moi, je veux un deuxième magasin, enfin, peu importe comment vous allez choisir, mais du coup, c'est là où il faut décomposer le projet en phases. C'est de se dire, la phase 1, c'est la première année, on finance 10 magasins, et vous ne pourrez pas en financer, peut-être, vous en financer 11 si vous avez réussi à réduire un peu les coûts sur certaines choses, mais vous ne pourrez pas en financer 30 en fait. Donc, vous pourrez dire, bon, notre première phase, c'est 10 magasins, et par contre, notre phase 2, qui est la deuxième année, ou le deuxième triennal, etc., on a prévu cette fois-ci d'en financer 15, et puis après, on envisage une phase 3. Et du coup, ça vous oblige à mettre en place un chronogramme,
Et puis aussi un système de sélection des gens. Est-ce que c'est les 10 premiers qui viennent vous demander qui ont le magasin, ou est-ce que c'est les 10 qui ont un projet bien construit qui vous présente en fait, qui présente au niveau de la ville en disant bah moi je vais vendre tel produit que personne n'a, et puis ça va être, vous allez voir économiquement, ça va, je vais peut-être réussir à créer 1 ou 2 emplois. Enfin, vous voyez, une espèce de jury de projet où les gens ils viennent vous présenter et puis vous choisissez les 10 magasins qui sont le plus intéressants pour votre ville. Ou bien est-ce que c'est les 10 premiers qui frappent à la porte, ou est-ce que c'est, parfois dans certaines villes malheureusement, c'est les 10 qui connaissent le maire personnellement, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, même si je ne dis pas que c'est votre projet, hein, mais je parle en général. Du coup, ce principe-là, il doit être défini, en fait. Il doit être écrit de comment, concrètement, ça va être choisi, ça va être mis en œuvre, pour justement qu'il n'y ait pas des gens derrière qui viennent vous embêter en vous accusant ou en vous embêtant. Si c'est écrit tel quel, c'était marqué, c'était les 10 premiers et il est le 11e, bah, il ne peut pas vous embêter, quoi, c'est écrit. Donc tout ça, ça s'appelle la définition de phase, où vous écrivez vraiment, vous décomposez votre projet en disant sur notre phase 1, on a notre cible actuelle 10 magasins, et la phase 2, les cibles après projet sur la deuxième phase, ça sera 15 magasins de plus par exemple. Si j'ai bien répondu à votre question. Bon, oui, bon, presque. Hein. Qu'est-ce que je dirais? En fait, nous savons que le cadre logique, c'est, disons, un grand résumé du projet, d'où nous avons les objectifs, les hypothèses, comment les différentes activités qu'on aura à faire. Donc, et comme vous l'avez dit, que toucher les différentes cibles, ça, on peut mettre ça en différentes phases. Donc, j'aimerais savoir si dans le cadre logique, parce que nous, entre-temps, on mettait dans ce cadre logique les cibles, c'est-à-dire les cibles, oui, actuelles, cibles après projet. Et j'ai essayé d'expliquer un peu ce que c'est qu'une cible actuelle et qu'est-ce que c'est qu'une cible après le projet. C'est pour voir, est-ce qu'on peut continuer à mettre comment on appelle cette colonne dans le cadre logique, par exemple, une colonne qu'on peut mettre dedans cible actuelle, et dans l'autre colonne cible après le projet. Est-ce qu'on abandonne ça ou bien on continue avec? Merci. Oui, alors du coup, ce que vous dites, c'est une donnée intéressante qui n'est pas dans la plupart des cadres logiques classiques que je vous présente. Donc en gros, ce que vous dites, c'est soit essayer de rajouter une colonne dans le cadre qui est utilisé par les autres, mais on ne peut pas toujours ajouter de colonnes, ça dépend comment le formulaire est accessible. Soit ça peut être un paragraphe. Souvent, vous avez un paragraphe lorsque vous décrivez la population bénéficiaire, et c'est là où vous pouvez justement décrire votre cible après projet et décrire pourquoi justement il y a une évolution des cibles entre la cible actuelle et la cible après projet, décrire tout ça que vous avez évoqué en fait. C'est pas forcément dans le cadre logique que vous allez pouvoir le mettre, mais dans la catégorie description des populations bénéficiaires, vous pourrez rajouter un paragraphe écrit. Ça dépend des formulaires, en fait. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une petite dernière question? On s'achemine à la fin, là, nous sommes... J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Ok, donc je vais conclure mon module. Donc, juste pour rappeler, il y a une question de Daouda. Donc, est-ce important dans le chat, dans l'arbre à problème de catégoriser les causes et les conséquences? Oui, d'accord. Ok. Puis après, il y a un autre truc en dessous que je n'avais pas vu. Je pense qu'il parle des IOV. Alors, donc, je réponds d'abord à la première question. Est-ce important dans l'arbre à problème de catégoriser les causes et les conséquences? Oui. Voilà, c'est l'outil arbre à problème qui se transforme en arbre à solution tel qu'il est demandé par la plupart des financeurs pour prouver que vous avez fait l'analyse. En fait, donc on doit lister toutes les causes, lister toutes les conséquences. Et après, ce qu'on ne voyait pas forcément sur mon arbre, c'est que vous pouvez aussi leur donner des ordres d'importance. En fait, vous pouvez écrire à côté des cases 1, parce que genre par exemple, quand on parlait tout à l'heure des conséquences, le fait que, je sais pas, il y a des maladies diarrhéiques, on voit bien que c'est quand même une conséquence, enfin,
peut-être que c'est un jugement de valeur que je dis, peut-être que vous ne partagerez pas, mais ça me semble une maladie beaucoup plus importante, là, c'est une conséquence beaucoup plus importante, les maladies qui causent la mortalité infantile, que le fait qu'il y ait certaines femmes, jeunes filles du village qui vont louper un petit peu l'école. Donc si on doit hiérarchiser, on doit se dire on va peut-être plutôt essayer de lutter contre les maladies qui luttent contre la mortalité infantile, et donc mettre un petit 1 à côté de cette conséquence-là, et un petit 2 à côté des jeunes filles qui loupent un peu le jour d'école, même si c'est aussi important, on se dit que peut-être c'est un projet un petit peu plus secondaire. Donc ça, c'est pour répondre à la question qu'on peut mettre des hiérarchisations. Et puis, je pense qu'il parle des IOV. Alors, je ne sais plus du coup à quoi on fait référence, mais donc ça me fait bien une bonne transition avec ce que je vais vous dire, qui est la suite de la formation, puisque du coup, vous avez dans 2 semaines, donc le 17 juin, vous avez la suite de ce module conception de projet. Là, aujourd'hui, cet après-midi, moi, je vous ai fait une introduction générale à la conception de projet, et je vous ai fait notamment la présentation de cet outil cadre logique pour que vous ayez un peu les grandes lignes de à quoi il ressemble. Maintenant, ce cadre logique, quand on l'a regardé tout à l'heure, et je vous le remets tout de suite, il a des colonnes aussi. Nous, on a regardé que la première colonne en orange, quasiment. Vous êtes d'accord? On a bien regardé en détail, on a parlé de l'objectif global, l'objectif spécifique, résultat attendu, activité à développer. Ensuite, il y a des colonnes sur la droite. La première colonne, c'est les indicateurs de suivi objectifs en vérifiable, ce qu'on appelle les IOV, dans le petit jargon. Je vous le dis aussi en abrévié parce que c'est possible que les financeurs vous disent quels sont vos IOV, au lieu de vous dire quels sont vos indicateurs de suivi objectivement vérifiable. Il faut connaître les deux, l'acronyme et la définition complète. Et donc ça, c'est ce que vous voyez pendant la formation complète du 17 matin, pendant 2 heures. Vous allez regarder avec Gabriel quels sont tous les indicateurs, comment on les écrit, comment on les source, c'est-à-dire quelles sont les sources de vérification des IOV pour prouver que vraiment ils ont bien avoir lieu. Vous reparlerez aussi vite fait des hypothèses qu'on a évoquées là, et puis vous allez regarder un petit peu plus en détail différentes choses au niveau de la gestion de projet, notamment via l'exercice pratique qu'on vous fait faire sur un cas concret. Donc là, nous c'était un peu que la petite intro, pour voir un peu à quoi ça ressemble un cadre logique. Mais tout ce qui est IOV et tout ça, vous le verrez en détail le 17 juin matin, de 11h à 13h, heure française, donc 1 heure ou 2 heures de moins en fonction de votre fuseau horaire. Et puis vous verrez aussi le 17 après-midi le suivi évaluation. Vous avez eu pas mal de questions cet après-midi, et tout ça, ça sera aussi répondu. Je crois que je m'achemine vers la fin. Benoît, je vais peut-être te laisser le petit mot de conclusion pour cette première journée de formation, puisque j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions pour ce qui concerne la partie de formation que j'ai présentée cet après-midi. D'accord. Merci en tout cas à Leïla et à Gabriel pour les présentations qu'ils nous ont faites. Donc, depuis ce matin, notamment le diagnostic du projet et la conception de projet. En tout cas, je pense bien que les participants ont bien profité de ce moment et que c'est quelque chose qui pourra vraiment apporter un plus au niveau de leur collectivité. Et donc, comme Leïla l'a dit tout à l'heure, nous aurons la suite le 17, donc la suite de ce module. Et il y aura aussi des exercices comme il est prévu. Et donc, ce serait bien aussi, peut-être au niveau des pays, de se regrouper et de pouvoir faire aussi les exercices ensemble, ce qui pourrait faciliter la compréhension des uns et des autres. En tout cas, vraiment, nous remercions tout le monde pour la mobilisation, la participation. Et n'hésitez pas donc de nous envoyer des mails si vous avez des questions ou bien des suggestions à faire par rapport à la participation sur les visios. Donc, je pense que s'il n'y a plus d'intervention, on peut se dire donc au revoir jusqu'au 10.